Merci à tous d'avoir retrouvé vos sièges dans cette magnifique salle du Collège de France. Voilà, nous allons débuter la seconde table ronde et je vais inviter les intervenants de cette seconde table ronde à monter sur scène. Et cette table ronde sera animée par Myrtille Delamarche, qui est rédactrice en chef de l'usine des matières premières. Je ne crois pas me tromper en le disant. Et bien, vous pouvez vous placer comme vous le voulez. Nous mettrons ensuite vos noms en face de vos places. Là, vous êtes installés. Et je vais passer, je la laisse quand même d'abord se servir un petit verre d'eau, car on sait qu'il est parfois bon de s'humecter la gorge avant de prendre parole. Et je vais laisser... on va mettre les noms des différents intervenants face à eux. On va peut-être afficher l'intitulé de la table ronde. Voilà, cette seconde table ronde va s'ouvrir sur un thème ô combien important pour le BRGM, qui est celui des ressources et de la sécurisation de l'approvisionnement en ressources minérales stratégiques. Et pour discuter de ce thème, autour d'une animation que va faire donc Myrtille Delamarche, nous allons donc proposer différents points de vue, différents sujets, différentes expressions. Et maintenant, j'en ai sans doute trop dit, donc je laisse Myrtille Delamarche prendre la suite. Donc effectivement, on m'a confié cette seconde table ronde et le rôle de vous empêcher de vous endormir. On va parler de comment sécuriser l'approvisionnement en ressources minérales stratégiques. Alors, je ne vous cache pas qu'en tant que journaliste spécialisée, je vois passer de sources très sérieuses, tout aussi sérieuses les unes que les autres, des projections diverses et variées sur nos besoins en ressources à l'avenir et notre capacité à s'approvisionner dans ces ressources. Je lis dans la très sérieuse revue de la Société Industrie Minière que d'ici 2025, il nous faudrait rehausser la production mondiale de dysprosium de 664%, celle de cobalt de 34 900%. Je suis sérieuse. Que le seul Royaume-Uni, pour électrifier à 100% son parc automobile, aurait besoin de 2 fois la production mondiale actuelle de cobalt, de l'entièreté de celle de néodyme, des 3/4 du lithium mondial. Bref, beaucoup de projections alarmantes, donc je voulais voir avec mes invités quel était leur ressenti sur ces matières et les solutions pour pallier ces risques. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Victoire de Margerie, cofondatrice et vice-présidente du World Materials Forum. Bonjour. Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, fondateur du Cercle Cyclope. Bonjour. Paolo Dossa, consultant en industrie extractive, ancien responsable mines et énergie à la Banque mondiale. Et Christian Pollack, expert terres rares et minéraux stratégiques, conseiller senior du département stratégie et business development chez Orano Mining. Il est également président du conseil de l'école de géologie de Nancy. Bonjour. Et pour le BRGM, je reçois Pierre Taulouat, directeur général délégué. Bonjour. Alors, comme je le disais, il existe de très nombreuses évaluations de la criticité des métaux et minéraux. Ces métaux sont critiques et stratégiques pour qui? Selon quels critères? Paolo Dossa, je crois que vous avez des éléments tirés d'une étude de la Banque mondiale sur ce... Voilà, tout à fait, merci. Bonjour à tout le monde. Félicitations au BRGM pour son anniversaire et merci de l'invitation. Donc, j'ai dirigé le groupe de mines et hydrocarbures de la Banque mondiale pendant un certain nombre d'années. Et ce groupe vient de publier récemment, en 2017, des prévisions sur la croissance de demande de certains minéraux qui seront utilisés de plus en plus dans certaines industries de pointe. Et là, ici, l'étude couvre surtout les énergies renouvelables, éoliques et solaires surtout, l'industrie automobile et le stockage de batteries, le stockage d'énergie. Et donc, les chiffres... Les résultats de ces projections de l'étude de la Banque mondiale, comme vous voyez, sont affolants, avec le lithium comme toute première vedette pour les batteries et en justifiant l'engouement vers
le développement de gisements de lithium, soit par évaporation en Amérique latine, le fameux triangle de Bolivie, Argentine et Chili, soit en roche dure en Australie, le cobalt, dont le monde dépend malheureusement des pays dont la stabilité politique n'est pas très forte, surtout la République démocratique du Congo et en moindre mesure la Zambie, et certains matériaux connus comme terres rares. Donc, je voulais quand même remarquer que même pour des produits un peu conventionnels comme le cuivre, dont les projections de la Banque mondiale pointent sur une croissance d'ici 2050 d'environ 7% pour ces nouvelles industries, c'est pas dans l'ensemble, ça pose des problèmes importants en termes de développement de nouveaux gisements qui pourraient répondre à cette croissance-là. Bon nombre des gisements de cuivre qui sont en exploitation sont anciens. Il y a pas mal de clôtures prévues dans les années qui viennent au Chili, dans d'autres pays. Donc, les sociétés minières actuellement se précipitent vers des gisements de cuivre connus mais non développés, surtout en Amérique latine, mais il y a aussi par exemple l'Australie qui cherche désespérément un autre méga gisement de cuivre pour redynamiser son industrie minière à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous avez remarqué sur ces projections. On a beaucoup parlé dans la première table ronde de la rupture climatique, de la rupture numérique. Moi, je voudrais, en tant qu'économiste, je voudrais mettre l'accent sur la rupture industrielle, la révolution industrielle 4.0 qui a démarré, qui va changer beaucoup les méthodes de production et donc les métaux demandés par les industries nouvelles, si je peux me permettre, mais aussi la rupture commerciale qui est, on vit actuellement dans une période de guerre commerciale qui éclate partout et qui donc risque de mettre en cause le modèle de développement économique des 20 dernières années basé sur les échanges et sur la mondialisation. Donc on croyait jusqu'à très peu de temps que la Chine allait produire tout allait être l'usine manufacturière du monde et tous les pays allaient arrêter de produire. Donc les États-Unis sont en train de remettre drastiquement cette notion en question. Ils sont en train de redemander à ces entreprises de rapatrier une partie importante de sa production industrielle avec soit des subventions aux investissements domestiques, soit avec des tarifs à l'exportation qui chambordent de façon très importante le commerce international et l'ordre commercial international basé sur l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, on se pose la question, qui va être la nouvelle usine manufacturière du monde? Quels pays vont remplir cette position? Ça ne sera plus seulement la Chine, ça c'est sûr, mais on ne sait pas qui va se profiler à l'horizon. Et surtout, quelles seront les politiques d'approvisionnement de ces nouvelles puissances industrielles? Et donc, voilà, le deuxième slide est déjà là. Donc, les États-Unis, face à cette période d'incertitude, ont déjà doté une initiative de sécurisation des approvisionnements en matières premières qu'ils ont appelée l'initiative sur la gouvernance des ressources énergétiques, qui a comme objectif affiché de réduire la dominance de la Chine sur la manufacture des industries de pointe et sur l'approvisionnement et donc sur la consommation de ces matériaux dits stratégiques. Donc les États-Unis ont nommé 35 substances comme étant stratégiques. C'est un peu le produit du passé. Il y avait déjà une liste, depuis les années 60, il y avait des listes de matériaux stratégiques. On n'a pas enlevé des matériaux, on a ajouté de nouveaux produits. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et on en parlera plus tard, c'est que la stratégie des États-Unis, contrairement à la stratégie de l'Union européenne, par exemple, c'est basé sur le développement de l'offre. C'est basé essentiellement sur une politique de facilitation d'investissements étrangers dans la mine, dans la production donc la découverte et le développement de nouveaux gisements miniers. Et les pays qui se sont ralliés à cette initiative des États-Unis sont surtout des pays miniers avec fort potentiel minier qui espèrent bénéficier de cette initiative pour voir une croissance importante de leurs investissements dans l'industrie minière.
Merci. Pierre Toulouat, dans le cadre du World Materials Forum, le BRGM et un certain nombre de partenaires ont travaillé sur une autre forme d'évaluation de la criticité des matériaux pour l'industrie. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors tout d'abord, je voudrais dire que la criticité, bien sûr, c'est un concept qui allie l'intensité de la demande, l'offre qui est en face de la demande, et puis les enjeux stratégiques associés aux différents minéraux qui sont derrière. Donc le BRGM travaille régulièrement, bien sûr, pour ces ministères de tutelle, pour évaluer, produire ces fiches de criticité. Mais depuis relativement peu, on a travaillé dans le cadre du World Material Forum, sous l'impulsion de Victoire, pour essayer de fournir des évaluations de criticité qui ne soient pas spécifiques d'un pays, d'un gouvernement ou bien d'un continent, mais qui puissent être appropriées par les acteurs industriels, et de manière assez collective, par contre, en ciblant un certain nombre de grands marchés ou de grands domaines d'utilisation. Et on a produit une méthodologie qui est simple. Beaucoup d'équipes travaillent sur la criticité et produisent des algorithmes et des formules extrêmement complexes. On a voulu être à la fois simple et pragmatique à partir des 6 critères que vous voyez. Juste la slide précédente. Le nombre d'années de réserve à partir de la base incontournable de nos collègues de l'USGS, donc l'équivalent américain du BRGM, des incertitudes sur l'approvisionnement, le degré d'exposition politique de la zone où est produite le minéral en question, une évaluation qualitative de la recyclabilité. Certains métaux peuvent être très facilement et sont très facilement recyclés, d'autres, comme les fameuses terres rares par exemple, sont recyclés à pas plus de 1%. Les questions reliées à l'incertitude sur la demande, avec beaucoup d'oscillations dans la demande et des technologies qui sont encore très très labiles. Le côté technologique, évolution technologique très rapide est extrêmement important dans ces études de criticité. Et enfin, la vulnérabilité sur un certain nombre de secteurs clés. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a tout d'un coup une rupture d'approvisionnement, donc évaluer cette vulnérabilité. Donc avec nos collègues de CRU et de McKinsey, et bien sûr les collègues du BRGM, qui sont très très motivés pour travailler là-dessus, on a cartographié cette criticité sur la base du tableau périodique des éléments. Et on a coté en rouge, évidemment, les métaux qui nous apparaissent les plus critiques au regard des critères que je viens d'évoquer. Alors évidemment, ça recouvre ce que Paolo Dessa vient de nous présenter. On retrouve les mêmes ingrédients avec les métaux liés à la transition énergétique. Et vous voyez un exemple, le cobalt lui apparaît avec une très forte criticité parce qu'il est plus exposé politiquement que le lithium. Le lithium est finalement relativement abondant dans la croûte terrestre. Après, il faut aller chercher, mais il y en a dans les salars, il y en a dans beaucoup de roches dures, sur beaucoup de boucliers anciens. On voit apparaître évidemment les 3 terres rares les plus utilisées pour la transition énergétique, pour l'électronique en général. Et puis on a vu apparaître le tungstène, qui est vraiment en rouge vif, qui a beaucoup d'usages et des usages qui sont en train de se transformer, notamment autour des hautes technologies. Et puis des métaux un peu moins attendus comme l'étain. Et puis l'année précédente, on a vu le zinc, la situation s'est améliorée, mais l'étain, par exemple, est un métal qui est sous très forte tension et qui continuera à l'être. Donc on étudie, bien sûr, depuis qu'on a commencé ce travail, on regarde tous les ans comment ça évolue, et je crois que Victoire va commenter un petit peu les progrès, comment est-ce que ce système de criticité, on le regarde de manière dynamique, comment on voit les efforts, que ce soit des industriels pour s'adapter, ou bien des pays pour faire évoluer leur politique. Effectivement, mais avant qu'on en arrive aux solutions, je voudrais évoquer un autre risque, parce que, outre cette criticité qui est géométrie variable, il existe un autre facteur qui est la volatilité des cours. Philippe Chalmin, vous pouvez nous éclairer un peu sur la fixation des différents prix des métaux? Bien, en me rappelant que nous fêtons les 60 ans du BRGM, je me dis que la vie était quand même beaucoup plus simple il y a 60 ans. C'est qu'il y a 60 ans, un géologue du BRGM pouvait aller se coucher et il savait que le lendemain matin, il retrouverait au même niveau de prix le cuivre, peut-être moins le cuivre, l'aluminium, le nickel, le minerai de fer, mais aussi le vanadium, le cobalt,
puisque l'on avait, à l'époque, des systèmes de cartel. Le prix mondial de l'aluminium, c'était l'Alcan World Price. Le prix du nickel, c'était le prix d'Inco. Le prix du cobalt, alors bon, on pouvait discuter, c'était normalement le prix de la Gécamine. Le prix du vanadium, c'était le prix d'Highveld. Le prix du pétrole, faut-il le rappeler, c'était le prix d'abord du cartel des compagnies, puis de l'OPEP. Et puis nous étions dans un univers monétairement stable, c'est-à-dire que le dollar et le franc de l'époque ne variaient pas, si ce n'est quand le gouvernement français dévaluait pendant que les Français étaient sur la plage un week-end du mois d'août. Donc on était dans un monde marqué au coin de la stabilité. Oui, il y avait déjà des marchés à terme. On a le premier marché à terme des métaux qui était fonctionné au LME, c'était un contrat sur l'étain, mais ces marchés à terme restaient quand même relativement limités. Nous étions dans un monde de cartels, appelons un chat, le prix de l'acier se discutait entre gens de bonne compagnie qui étaient les grandes compagnies sidérurgiques. Tout ceci a totalement disparu. Et aujourd'hui, ma seule certitude est que le prix demain sera différent d'aujourd'hui. Ce qui introduit, bien entendu, une incertitude majeure dès lors que vous vous intéressez au développement d'un produit. J'entends Pierre Touloat me dire « le cobalt, c'est dangereux ». Et spontanément, je me dis « oui, 60% des réserves de cobalt en République démocratique du Congo, bien peu démocratique comme vous le savez, c'est effectivement dangereux ». Le problème, c'est que depuis le début de l'année, le prix du cobalt a perdu 45% de sa valeur, au point que Glencore, le premier producteur mondial, a fermé sa mine de Mutanda. Même évolution en ce qui concerne le lithium. Par contre, je vous incite, juste pour le moment, à regarder le palladium, puisque le palladium étant utilisé pour les pots catalytiques de nos voitures à essence et non plus diesel, le palladium a encore hier battu un record. La volatilité, aujourd'hui, elle est là. Et alors, il faut introduire une deuxième différence entre, je dirais, les métaux qui ont des modèles de formation des prix relativement transparents. Et là, je veux parler des marchés à terme. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, du London Metal Exchange, etc. Et je sais que, en particulier en France, nous avons tendance à ne voir là que vaine spéculation. J'attire votre attention sur le fait qu'à partir du moment où je sais que demain, le prix sera différent d'aujourd'hui, je suis obligé d'anticiper, je suis donc obligé de spéculer. Speculare en latin, ça veut dire se projeter en avant, regarder dans le lointain. Et donc, il est clair qu'au cœur de l'activité minière, il y a de plus en plus cette fonction spéculative. Soit elle se passe par le biais des grands marchés à terme, ce qu'on appelle les marchés de futures, le London Metal Exchange, le marché de Shanghai de plus en plus, un peu celui de New York, où vous retrouvez les principaux métaux, les 6 grands métaux non ferreux. Il y a maintenant à Londres un contrat sur le cobalt qui commence à être à peu près représentatif. Mais le problème, c'est que sur nombre des petits marchés, donc ce qu'on appelle des minor metals qui occupent une bonne place dans ce tableau, vous n'avez pas suffisamment de profondeur spéculative et vous avez ce que l'on appelle des marchés OTC, over the counter, marchés de gré à gré, dont les mercuriales sont d'une fiabilité discutable et ce qui pose peut-être encore plus de problèmes. Nous avons eu récemment, sur nombre de petits métaux, un véritable scandale puisque il s'était créé une sorte de bourse en Chine, le Fania Metal Exchange, qui avait accumulé des stocks que le gouvernement chinois, parce qu'ils ont fait faillite ces braves gens, le gouvernement chinois essaie d'écouler sans trop perturber les marchés. Donc nous avons, au point de vue presque de la théorie économique, nous avons des marchés largement imparfaits qui n'offrent pas la transparence suffisante. Il y a des agences de presse comme Platts, comme Metal Bulletin, dont la fonction est de publier des courbes, de publier des prix. Leur représentativité est parfois
douteuse, et ça explique en particulier qu'on puisse avoir des extrêmes, puisque même si les prix sont des prix de référence, les volumes passant par les marchés sont souvent relativement simples. Donc nous sommes dans des situations très imparfaites, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le temps de la stabilité est un temps révolu, et donc dans tout projet minier, il faut intégrer ce risque spéculatif qui est bien entendu de ne pas savoir ce que demain sera le prix d'un métal. Et je pense que finalement, l'éclatement de la bulle sur les 24 derniers mois de ce que j'appelle imparfaitement, excusez-moi, les métaux électriques, c'est-à-dire les métaux qui avaient profité du boom théorique des batteries. J'entends bien que la demande de cobalt va exploser. Le problème, c'est qu'actuellement, le marché est tellement excédentaire que personne ne s'y retrouve. Et donc, on voit bien à l'heure actuelle que cette instabilité, elle est là, et ne nous faisons pas d'illusions, la communauté internationale en la matière n'a pratiquement n'a fait que peu d'efforts, et il y a peu d'espérance pour que l'on revienne à une situation de marchés un peu plus stable. Merci. Christian Polack, le marché de l'uranium ne connaît pas ces soubresauts. Je voudrais que vous m'en disiez un mot, et puis qu'assez rapidement... Ah, pas à cette vitesse-là. Pas à cette vitesse. Et puis que rapidement, vous me donniez votre lecture de ces marchés de métaux critiques. Alors, oui, voilà. J'ai d'abord commenté ce slide là, sur les métaux critiques. Effectivement, pour compléter les propos de M. Chalmin, il y a quelques petites choses qu'il faut quand même souligner sur les métaux critiques. D'abord, c'est des marchés tout petits. Quand on parle des commodités, on parle de centaines de milliers de tonnes, de millions de tonnes de cuivre ou d'aluminium. Ici, on va parler de quelques tonnes, de quelques dizaines de tonnes, de centaines de tonnes. C'est-à-dire que la production mondiale pourrait tenir largement dans la salle pour un certain nombre de ces métaux. Donc, vous voyez physiquement que l'on a un sujet assez important, c'est de se dire que on produit peu et on produit relativement cher, et on produit quand on veut, et on essaye de suivre des conditions un peu opportunistes du marché. Alors, au niveau de l'offre, hein, donc on peut décomposer un peu sur ces métaux-là. Hein, je prends la grande famille de ces métaux-là. D'abord, vous avez les fournisseurs monopolistiques, un pays d'Extrême-Orient que je ne citerai pas, qui est largement producteur et dominateur du marché du tungstène, de l'antimoine et des terres rares. Ce pays guide les prix. Quand on parle des prix, la variation, la volatilité des prix des métaux, il se trouve que ces métaux-là, les prix sont à la botte de la Chine. C'est clair que quand il y a un producteur qui menace à l'horizon, comme par hasard, les prix baissent et ce producteur disparaît. On a vu ça en France dans les années 80 avec la disparition de la production de tungstène. Quand les Chinois sont arrivés sur le marché, ils ont squeezé la production en mettant des produits pas chers sur le marché. Ils ont fait fermer les mines et à ce moment-là, ils ont augmenté les prix, mais des produits semi-finis pour être sûr qu'ils puissent à nouveau essayer de squeezer le marché des transformateurs de tungstène. Et ils ont fait la même chose sur l'antimoine et ils ont fait la même chose sur les terres rares. On parlait tout à l'heure de La Rochelle. L'ambition de La Rochelle des années 80 n'est plus du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez un autre sujet aussi, c'est les longs délais entre l'utilisation, l'achat de ces métaux et leur utilisation finale. Prenez un réacteur d'avion qui utilise des alliages à base avec du rhénium dedans. Quand on achète du rhénium, va falloir le purifier, va falloir le mélanger, l'allier, avant de le mettre, de l'usiner, d'en faire une pale et ensuite d'assembler ces pales dans un réacteur d'avion. Ça prend plusieurs années. Donc, entre l'achat et l'utilisation, le prix du métal peut fortement varier. Et curieusement, les gens du rhénium savent très bien gérer cette variation des prix. Lorsque un grand avionneur dit qu'il va fabriquer 300 avions, le fabricant producteur de rhénium réfléchit, il dit bon, il faudra dans 3-4 ans, il va falloir que ces gens nous prennent du rhénium, on va augmenter les prix juste au moment où ils vont venir sur le marché.
Donc on a une certaine légitimité de la part de ces producteurs de suivre le marché et d'y coller et pouvoir effectivement faire bouger les prix. Alors ces petits producteurs sont aussi... des producteurs de ces métaux sont malheureusement dans des... On a cité le Congo de M. Tshisekedi, qui est le président, en espérant qu'il amène effectivement un pays démocratique, comme son pays l'indique, donc de production de cobalt, mais aussi du fameux coltan, qui est l'abréviation d'un minerai qu'on appelle la colombo-tantalite, qui contient surtout du tantal. Et le tantal est un métal qui est extrêmement utile pour tous nos appareils d'électronique. Je vous rappelle que si on n'avait pas des condensateurs au tantal qui sont les plus puissants sur le marché, nos appareils téléphoniques ressembleraient aux talkie-walkie des années 70. Donc c'est des métaux qui sont indispensables à notre industrie électronique et malheureusement une bonne partie du tantal provient du Congo et qui suscite malheureusement beaucoup de conflits. Et donc on appelait ça les conflict minerals. Curieusement, les conflict minerals, on les appelle les 3TG, c'est-à-dire l'étain, le tungstène, le tantal et gold pour l'or. Et curieusement, il n'y a pas le cobalt dedans, alors que le Congo est largement producteur et qu'il y a une production assez sauvage de cobalt qui est significative, qui provient aussi du Congo. Donc on a un souci effectivement de l'origine de ces matières, de la traçabilité de ces matières, pour que ces matières rentrent dans le marché mondial. Alors, il y a ensuite des produits fatals. C'est la troisième partie de l'offre. C'est des produits fatals, mais qui sont complètement inélastiques. Vous fermez un certain nombre de mines de zinc, vous avez moins d'indium. Même si vous voulez plus d'indium, il va falloir le sortir du minerai de zinc, parce que c'est un sous-produit du minerai de zinc. Et c'est vrai aussi pour le germanium. Donc vous avez un certain nombre de produits sur lesquels, quoi que vous fassiez, c'est complètement inélastique, vous allez être dépendant d'un autre métal, d'une autre commodité. Si on produit plus de cuivre et de molybdène, on aura plus de rhénium aussi. Donc il y a une liaison, malheureusement, que industriellement, il est très difficile à gérer. Donc ça, c'est le côté de l'offre. Côté maintenant de la consommation, il n'y a pas de stock. Aujourd'hui, on stocke très peu. Pourtant, ça tiendrait au milieu de la salle si on travaillait sur du radium. C'est 40 tonnes par an. En plus, c'est lourd. Hein, ça ferait un tout petit volume. Donc, il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas de warehouse comme pour les commodités. Hein. Il n'y a pas de cotation des prix, effectivement, c'est très variable. On a des idées entre traders. Le Metal Bulletin renvoie parfois des prix qui représentent une certaine réalité, mais souvent très en retard par rapport à la réalité du marché du jour. Il y a une forte demande de la part des pays industrialisés et en fort développement, donc la Chine, l'Inde, les États-Unis. Et puis ce sont des achats qui sont plutôt court terme et opportunistiques. C'est des marchés donc de petits volumes. Alors moi, quand je suis arrivé dans l'uranium il y a une quinzaine d'années, là j'étais très surpris, c'est que dans l'uranium, on est capable de vendre de l'uranium pour dans 10, 20, 30, 40 ans. On fait des contrats sur 40 ans. Alors en arrivant dans ces petits métaux, je dis pourquoi ne pourrait-on pas envisager de construire un modèle de prix, de telle sorte que nos avionneurs, nos électroniciens, nos fabricants de batteries puissent lisser convenablement les prix et on puisse prévoir les prix, et de telle sorte aussi que les mineurs puissent avoir une rente sur un certain nombre de décades, de dizaines d'années, et que finalement le marché soit stabilisé, qu'on ait les productions, les quantités et les prix qui vont avec. Il y a une réflexion à faire, parce que sur l'uranium, ça fonctionne. Alors, j'ai un autre slide derrière, après. Voilà. C'est pour vous donner quelques prix et caractéristiques des produits. Hein. Je reviens sur les quantités. Donc, vous avez le prix en dollars en ordonnée et en abscisse, la production avec les volumes. Alors, en bleu, donc, les monopoles, donc les Chinois, hein, sur le gallium, germanium, l'indium, tungstène et néodyme. Et les métaux de conflit, hein, le tantal, et auxquels j'associe le cobalt. Et puis un certain nombre d'autres petits produits. Hein, on parlait du scandium à cette année 2019 assez critique. Le rhénium, le beryllium, qui est largement dominé par les Américains, pour une fois, et le niobium par le Brésil. Donc vous voyez cette courbe, évidemment, hein, tendance, hein, plus le marché est gros, plus les prix sont plus réduits, hein, ce qui est une certaine logique. Sur la pyramide de droite,
est-ce qu'on fait des mines pour ces produits d'une façon spécifique? Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de sous-produits, et de construire une mine pour extraire 10 tonnes ou 5 tonnes de produits, c'est très difficile. Voire, c'est aucun intérêt pour les industriels. Et là, on tombe dans le développement de ce qu'on appelle des mines artisanales. Et donc, le risque, c'est ce qui se passe effectivement en Afrique centrale, c'est qu'on a des productions artisanales de la part de villageois, de la part de seigneurs de la guerre, parce que ça se produit facilement et rapidement. Je signalerai au passage, puisque ici nous sommes pour les 60 ans du BRGM, et que le BRGM a fait un beau travail en Guyane pour déterminer des grandes placères de tantalite. Alors je ne sais pas s'il y a des industriels que ça peut intéresser, mais la qualité de cette tantalite est excellente, et comme d'ailleurs dans tout le bouclier guyanais qu'on retrouve aussi en Afrique, au Ghana, au Côte d'Ivoire, là il y a un sujet à faire dans des pays où heureusement pour l'instant, où j'espère qu'ils n'arriveront jamais, il n'y aura jamais de conflit. Donc avis aux industriels pour aller chercher du tantal. Alors, nouvelle mine, c'est nouvelle mine en coproduit. Et puis après, en monoproduit, il y a moins en moins de place, hein, c'est petit, et les prix augmentent fortement. Donc voilà un petit peu mon approche des métaux critiques. Et puis aussi donc, penser à ces petites mines sur nos territoires qui ne demandent pas des gros investissements. Et aussi à l'envisager, à réfléchir entre l'utilisateur final, par exemple les avionneurs, et le producteur d'uranium, d'essayer de trouver un prix qui puisse satisfaire tout le monde sur une très longue période. Merci. Donc, puisqu'on voit qu'il reste encore des modèles à inventer pour ouvrir de nouvelles mines, et on parlera de où on les ouvre un peu plus tard, je voulais savoir avec vous dans quelle mesure et avec quelles limites on pouvait compter sur le recyclage pour participer à ces approvisionnements. Paolo De Sa. Merci. Je voulais commencer par dire que le recyclage est effectivement essentiel pour garantir l'approvisionnement de matières secondaires, matières premières et secondaires pour les industries consommatrices. Mais à mon avis, c'est peut-être une position un peu controversée, on ne fait pas assez en termes de recyclage. Les métaux vont beaucoup mieux, font beaucoup plus que les plastiques, par exemple, dont on commence à se rendre compte de la dimension en termes de pollution planétaire, mais on ne fait pas assez. Donc je voulais commencer par dénoncer, si je peux me permettre, 3 idées reçues sur le recyclage des métaux qui polluent un peu la discussion sur l'économie circulaire quand on parle d'approvisionnement en matières premières. La première idée reçue qui n'est pas vraie, c'est que les métaux peuvent se recycler à l'infini. Et ça n'est pas vrai parce que malheureusement, dans le processus de recyclage, il y a 2 facteurs qui interviennent et qui réduisent beaucoup la valeur des métaux et le rendement des métaux. C'est le triage et la contamination. D'un côté, on trie très très mal les différents éléments. On voit par exemple dans les téléphones cellulaires, il y a beaucoup de métaux, il y a beaucoup d'éléments. Mis à part l'or, on n'est pas capable d'enlever les différents métaux et de les traiter avec les procédés nécessaires pour qu'ils puissent maintenir une certaine pureté et sa valeur intrinsèque. L'autre côté, donc, qui est lié à celui-là, c'est la contamination. Là, on voit par exemple les voitures, on recycle pas mal d'acier des voitures, mais les voitures sont des ordinateurs sur 4 roues. Il y a de plus en plus d'électronique, il y a de plus en plus de cuivre. Le cuivre pollue l'acier et les ferrages qui proviennent de l'industrie automobile, ça ne sont pas proprement triés, et si le cuivre n'est pas enlevé, donc c'est des produits de très mauvaise qualité qui ne servent pas à la production que de produits de très faible qualité. Donc la deuxième idée perçue, c'est que dans le monde du futur, dans 20 années, on peut vivre uniquement avec la production de métaux secondaires issus de recyclage. Ce n'est pas vrai, surtout sur les projections sur la consommation de métaux, surtout liés aux énergies renouvelables, se matérialisent si on avance dans ces croissances exponentielles. On a déjà dit, il y a beaucoup de produits dont la production primaire est très limitée, donc on ne peut pas envisager dans les médias un recyclage très important capable de remplacer la production primaire. Et donc, on aura toujours, pour des problèmes de qualité,
c'est-à-dire réduire la pollution du recyclage. Et pour des problèmes de qualité, on aurait toujours besoin d'ajouter du minerai nouveau, des minerais primaires à la production du recyclage. Et la troisième idée, c'est qu'on va manquer de métaux primaires. Donc souvent, on voit dans les discussions d'économie circulaire, on conclut, mais de toute façon, il n'y aura pas suffisamment de minerais pour alimenter la demande future, donc il va falloir faire autre chose. Je suis d'accord, il va falloir faire d'autres choses, mais s'il y a des problèmes au niveau de la production de métaux primaires, ce n'est pas lié à la géologie. Il n'y a pas un problème de géologie qui entraînerait une incapacité du monde à remplir ses besoins en termes de matières premières. Les problèmes comme on a évoqué pendant la première table ronde, sont surtout des problèmes à la surface, pas du sous-sol. C'est surtout une très mauvaise acceptation des populations grandissantes par ailleurs sur les impacts environnementaux et sociaux de la mine. Donc, au niveau environnemental, les sociétés minières ont beaucoup travaillé et donc il y a des progrès importants enregistrés, mais au niveau social, et là on parle surtout des pays en voie de développement riches en matières premières, il y a des conflits sociaux grandissants autour du développement de mines qui doivent être adressés par la société minière, sinon on va vraiment tomber dans un problème de manque, de pénurie de minerais. Donc l'autre slide, c'était juste pour vous donner quelques idées de comment le recyclage des métaux pour l'instant est faible et comme il faudrait améliorer les techniques et les normes de recyclage pour augmenter cette participation. L'exemple le plus connu, le plus réussi, c'est l'acier. L'acier, ça marche très bien pour des chutes internes dans la sidérurgie ou pour les chutes d'acier manufacturé, par exemple, dans l'industrie automobile. Mais dès que ça sort en consommation, la complexité du produit est telle que les ferrailles deviennent de plus en plus polluées et donc leur utilisation est de plus en plus compliquée. Et donc, même si on parle de taux de recyclage de 70-80% pour les ferrailles d'acier, en effet, aujourd'hui, la consommation mondiale d'acier n'est remplie que par des métaux secondaires qui sont au niveau de 30%. Donc, il y a un gisement de progrès énorme. Et l'acier, c'est le cas de succès des métaux. L'aluminium, c'est moins, c'est autour de 25%. Et ça, c'est dû beaucoup à cause des collectes, des schémas de responsabilité des producteurs d'aluminium que collectent leurs canettes au niveau de l'industrie automobile. Et ça, c'est un autre exemple où le recyclage d'aluminium dans les moteurs d'automobile, le métal devient très, très pollué. Après le deuxième ou troisième recyclage, il doit être abandonné ou utilisé dans d'autres destinations. Et on ne parle pas des produits électroniques, où là, malheureusement, pour les substances critiques, matériaux stratégiques dont on a parlé, les taux de recyclage varient entre 1 et 5%. Donc, effectivement, je me excuse de répéter l'idée, mais avant qu'on puisse vivre uniquement du recyclage, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'améliorations dans les méthodes. Merci. Merci. On va devoir faire un peu rapidement sur la fin de cette question, mais Pierre Touloat, juste un mot sur les usages et la durée d'immobilisation de ces métaux qu'on pourrait recycler. Oui, Paul Dessa a déjà bien décrit les freins au recyclage. La durée d'utilisation, je vais juste illustrer un paradoxe. On essaie de promouvoir la lutte contre l'obsolescence programmée, donc de faire durer les produits, les dispositifs le plus longtemps possible. Et évidemment, ça ralentit leur disponibilité pour le recyclage. Donc on a une tension qui n'est pas simple à gérer. Et tant que la consommation croît, on va toujours courir après la disponibilité des produits. Donc c'est vraiment intrinsèque à cette notion de recyclage, de son efficacité, la variable durée de vie moyenne des produits et puis la croissance de la consommation. L'autre point, ça a été aussi évoqué, c'est les usages dispersifs. C'est-à-dire qu'on va disperser les produits avec des propriétés très spécifiques. Patrick Dugue, mon collègue qui s'occupe précisément de ça au BRGM, rapportait récemment des échanges avec des collègues du LETI, donc qui conçoivent des circuits électroniques de plus en plus sophistiqués avec des nanocouches. Donc les métaux, un certain nombre des métaux dont on parle, ou métalloïdes dont on parle, vont être sur des couches nanométriques. Donc comment les récupérer, quel processus, quel procédé de recyclage, comment
Comment fragmenter cette matière pour récupérer efficacement ces métaux, c'est compliqué. Et puis il y a une autre problématique à laquelle il faut s'attaquer, c'est finalement est-ce qu'on a besoin de recycler pour revenir à un produit pur ou bien à un oxyde. En fait, il faut essayer de penser un cran plus loin et d'imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de familles de métaux que l'on va pouvoir recombiner, soit pour refaire des produits en sautant les étapes, soit pour faire de nouveaux produits. Et là, il y a des vrais défis scientifiques. Donc le recyclage, ce n'est pas juste un procédé que on sait souvent, l'hydrométallurgie a quand même pas mal d'années derrière l'expérience, mais c'est des nouveaux concepts, des révolutions de pensée qui vont permettre de penser différemment le recyclage et l'usage des produits. Et je pense que là, on a beaucoup de discussions encore à avoir. Christian Pollack, si on doit considérer la mine urbaine comme une mine, que pouvez-vous nous dire sur sa teneur de coupure ? Alors, la définition de la teneur de coupure, enfin pour les géologues, les mineurs, c'est une donnée qui est fondamentale. C'est juste à partir de quel niveau, quelle teneur, oui, il y a un slide derrière, à partir de quel niveau, quelle teneur, le minerai que vous allez exploiter peut être économique. Alors, appliqué au recyclage, on arrive à des choses complètement étonnantes. Parce qu'on veut recycler, effectivement, on a une dispersion qui peut se faire, on a une dilution dans les aciers ou les alliages d'aluminium. Là, je prends l'exemple du Tantale. C'est des courbes à main levée, juste anecdotiques, mais qui montrent la difficulté que l'on aurait à vouloir extraire le Tantale de tous les appareils téléphoniques, enfin toute l'électronique dont je vous ai parlé auparavant. Vous avez des teneurs dans les appareils, si je prends ça comme un minerai, hein, dans un téléphone, qui font de l'ordre de quelques dizaines, enfin quelques grammes, je suis gentil, quelques grammes à la tonne, voire 10 grammes à la tonne, soit en converti, vous avez en abscisse en ppm, c'est une échelle logarithmique. Hein. Et puis vous avez en ordonnée, vous avez le pourcentage de la teneur. Donc vous voyez très bien en jaune la courbe de recyclage. Si on devait recycler directement l'appareil téléphonique, on voit qu'on a des teneurs extrêmement faibles. Moi, en tant que mineur, j'ai accès à du minerai, vous avez la courbe bleue du minieux, avec une teneur de coupure qui est autour des 150 ppm, 150 grammes à la tonne, c'est énorme, relativement abondant, j'en ai beaucoup, et puis j'ai un procédé qui est extrêmement simple, qui me permet de sauter de 150 ppm à soudainement plusieurs dizaines de pourcents, par une concentration mécanique de minéralurgie classique, hein, c'est de la gravité, c'est du magnétisme, c'est des techniques extrêmement simples, très faciles. Pour ça, je reviens sur les placers de Guyane, hein, c'est des concentrations de quelques centaines de grammes, mais très rapidement, on arrive à des teneurs de plusieurs pourcents, dizaines de pourcents. C'est des technologies très simples, robustes, mais qui sont inapplicables aujourd'hui au téléphone. Donc on parlait de nouvelles technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui amène les teneurs de téléphone à des teneurs acceptées par les métallurgistes. Parce que la teneur minimum acceptée par les métallurgistes, c'est 5% de Tantale. En dessous, ils n'en prennent pas. Donc c'est presque de ramasser les petits condensateurs à l'épin par des pinces pour pouvoir les sortir. Donc là, il y a un défi technologique aujourd'hui. On parlait d'hydrométallurgie. L'hydrométallurgie n'est pas la solution. La solution sur l'hydrométallurgie arrive à la fin, sur le concentré de Tantale, quand il est extrêmement riche. Donc il faut trouver des procédés mécaniques, physiques, qui soient le moins cher possible pour pouvoir essayer d'extraire ces petits métaux. Merci. Philippe Chalmin, au-delà des difficultés technologiques de ce recyclage, vous parliez aussi, quand on préparait cette table ronde, des temps d'investissement pour les recycleurs sur des matières dont ils ne sont pas certains de pouvoir vendre leur production à la sortie. On retrouve là un petit peu la même problématique que la mine. J'ai bien conscience d'être un béotien dans ce parterre. Je suis toujours frappé de voir que le temps de la mine est toujours plus long qu'on ne le pense. La dernière grande mine de cuivre au Oyu Tolgoi, il me semble qu'elle a mis une bonne vingtaine d'années à être développée. Et donc on a de toute manière, y compris pour la mine, le choc entre le court terme du marché et le long terme de l'investissement. Mais pour le recyclage, c'est pareil. J'ai été interrogé il y a quelques années par un des
grandes entreprises françaises, alors comme il n'y en a que deux, je vous laisserai deviner, du recyclage et de la récupération, qui me disaient, bon, il faut que vraiment on s'intéresse à tous vos petits machins, à tous vos petits métaux stratégiques et autres, mais est-ce que vous pourriez nous dire, sachant que le temps de mettre en œuvre les process, etc., le temps d'arriver à ouvrir une usine et donc d'avoir tous les voisins protestant contre l'éventuelle pollution induite, etc., il va se passer quand même entre 5 et 10 ans entre le moment où on lance l'idée et le moment où celle-ci se réalise. Qu'est-ce qui sera stratégique dans 10 ans? Est-ce que, par exemple, je parlais du palladium tout à l'heure. Le palladium, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous signale qu'actuellement, on fait plus que récupérer le palladium, on vole des voitures pour leur pot catalytique. Ça, c'est au moins tout à fait... Mais, est-ce que dans 10 ans, les technologies n'auront pas tellement évolué que le palladium sera revenu à la place qu'occupe le platine aujourd'hui? Nous sommes tous dans l'excitation, j'ai bien regardé les projections de la Banque mondiale, horizon 2050, plus 965% de lithium. Franchement, qui est-ce qui sait? D'abord, est-ce qu'il y aura encore des voitures en 2050? On va imaginer qu'elles seront électriques. Qui est-ce qui sait ce que seront les batteries qui feront fonctionner les dites voitures électriques? Y aura-t-il encore du cobalt et du lithium? Pour l'instant, je crois que dans cette salle, et vous entretenez, je l'espère, le doute scientifique, personne ne peut l'affirmer. Et donc, je me pose le même problème pour la production que pour le recyclage éventuel. J'imagine, parce que Paolo Dessa a dit que le recyclage posait des problèmes, il y a un métal qui est quand même très bien recyclé, justement sur les batteries, c'est le plomb. Pratiquement 60% du plomb que nous consommons dans le monde, c'est du plomb de deuxième fusion. Alors peut-être que ça s'use avec le temps, mais je crois que ça fonctionne relativement bien. Et c'est vrai que la collecte des batteries électriques usées, ça paraît relativement facile. Alors ensuite, je ne sais pas si c'est facile ou non à recycler, mais ce sont quand même des processus industriels lourds. Et si dans 10 ans, je me retrouve avec du lithium ou du cobalt recyclé dont personne ne voudra, et donc avec un prix de marché qui sera totalement déprimé, j'ai incontestablement un problème. Victoire de Margerie, on a montré tous les freins du recyclage. Donnez-nous un peu d'espoir, vous qui discutez avec des grands groupes industriels de leur stratégie. D'abord, je voudrais commencer par remercier Michel et Pierre de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour le World Materials Forum d'être représenté aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes du BRGM qui nous aident depuis 4 ans pour faire la fameuse présentation que Pierre a fait tout à l'heure. J'ai vu Dominique, j'ai vu Patrice, je ne sais pas si Gaëtan est là. En tout cas, merci à vous trois de ce travail super, parce que c'est vraiment d'une grande qualité et ça a recueilli l'ascension, la validation et le respect de toute la communauté industrielle qui y participe. Donc je voudrais dire que voilà, on a comme partenaire au World Materials Forum le patron d'Anglo-American, le patron de Rio Tinto, on a aussi Ivanhoe Mining, enfin, on a Umicore, on a JX Nippon Mining and Metal, dont soit le grand patron, soit le numéro 2 vient à Nancy et valide quand même le résultat de ces qu'a présenté Pierre. Donc visiblement, ça a l'air de leur convenir et ils ont l'air de trouver que ça leur apporte quelque chose. Donc pour nous, c'est une belle reconnaissance. Et on a aussi la très belle reconnaissance des utilisateurs, parce qu'on a aussi à Nancy tous les ans les grands patrons ou les numéros 2 de Peugeot, de BMW, de Renault, de Airbus, etc., qui sont tous dans la salle et qui aussi valident cette analyse et qui nous font leurs commentaires et qui nous permettent de l'améliorer d'année en année. Pierre vous a présenté la version 4. On est déjà en train de travailler à la 5. Et le grand avantage, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est qu'on voit les améliorations. C'est-à-dire, nous, notre but, c'était d'organiser un certain découplage entre la croissance économique et la profitabilité des industriels d'un côté, et de l'autre côté, l'utilisation des ressources naturelles, puisque, pour paraphraser notre cher président, on a une seule planète, pas deux, donc il faut bien qu'on vive avec. Et à partir de ça, donc on a, Pierre vous a montré la colonne de gauche, et moi je vais vous parler de la colonne de droite, c'est-à-dire les plans d'action, et comme l'ont dit mes collègues depuis tout à l'heure, le problème de ces plans d'action, c'est qu'ils sont frappés, en tout cas pour 3 sur 5, par une grande incertitude.
Donc la première incertitude, c'est sur l'ouverture des nouvelles mines. Parce que bien sûr, il faut des capacités supplémentaires, en tout cas pour ceux qu'on a montrés en rouge, mais ces capacités supplémentaires, elles sont frappées par deux incertitudes, les fameux fly-up que Philippe Chalmin a extrêmement bien commenté, et puis la deuxième incertitude, ce sont les législations en matière d'environnement, qui, selon les pays, ne sont pas du tout les mêmes, et puis sont en train d'évoluer de manière pas forcément coordonnée. Et c'est aussi un des objectifs du World Materials Forum, de mettre un peu autour de la table tous les gouvernants, et pour discuter avec eux de la façon dont il faudrait réglementer la collecte et le recyclage ou l'ouverture des nouvelles mines. Donc, à ce titre, on a aussi à Nancy tous les ans les grands représentants des différentes zones. On espère l'année prochaine la personne qui va diriger cette initiative américaine que vous avez énoncée, puisque maintenant il y a un sous-secrétaire d'État aux matériaux critiques aux États-Unis, et on espère bien qu'il sera avec nous à Nancy au mois de juin prochain. Donc tout ça pour vous dire que les nouvelles mines avec un design écologique, c'est un vrai sujet. Et je vais vous en donner juste un exemple. On a identifié, on est allé chercher la personne qui vient d'investir 400 millions de dollars pour acheter la mine de Mountain Pass et la redémarrer. On va tous la visiter au mois de janvier. Et visiblement, l'ensemble des écologistes de la région du Nevada et de Las Vegas ont l'air de trouver que ça se fait dans des conditions écologiques respectables. Donc on risque de retrouver des terres rares en Amérique du Nord, alors qu'ils avaient fermé la mine depuis plus de 10 ans. La deuxième, donc pour donner un petit côté un peu positif quand même sur le fait qu'il y a des tas de choses qui avancent. La deuxième chose, on va parler de la substitution. Alors là aussi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Chalmin. La substitution, ça dépend énormément des choix technologiques qui sont faits. Alors par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de combien de temps on va mettre pour mettre au point la fameuse technologie des solid state, donc pour passer des batteries électriques dites liquides à des batteries électriques dites solides, et avec évidemment beaucoup moins de cobalt dans les cathodes, ce qui rendrait tout le monde, entre guillemets, aujourd'hui très content. Je vais rentrer dans les détails dans 2-3 petites minutes pour vous en parler un petit peu des différentes technologies qui sont en cours d'étude. Et la chose qui est extraordinairement positive là-dessus, c'est que tout le monde travaille la main dans la main. Moi, j'étais halluciné, je vous le dis franchement, de découvrir que le Department of Energy américain a signé un accord avec le groupe allemand BASF et qu'ils ont partagé les frais de R&D pour développer des cathodes sans cobalt. Moi, je pense qu'il y a 10 ans, ça ne serait jamais arrivé. Donc ça prouve au moins que l'incertitude, de temps en temps, amène les gens à prendre des décisions intelligentes. C'est assez sympa. Une chose qui est, alors voilà, une troisième type de solution qui, en revanche, a une certitude beaucoup plus avancée que les deux premières, parce que, comme je vous l'ai dit, la première, c'est les fly-up sur le prix, le deuxième, c'est les incertitudes sur la technologie. En revanche, réduire le scrap de tous les process industriels, alors là, ça marche super bien. Merci l'intelligence artificielle, merci tous les systèmes digitaux qui permettent aujourd'hui, à toutes les étapes de fabrication des différents produits, d'améliorer le taux de scrap. Pour vous donner un exemple, il y a 20 ans, on a un critère qu'on aime beaucoup, donc, qui s'appelle le buy to fly, enfin qu'on a maintenant, on l'adapte pour tout le reste, donc on l'appelle buy to use. Mais c'est en gros le nombre de kilos de matériaux dont qu'on a besoin d'acheter pour avoir à la fin une certaine quantité dans l'avion qui vole. Donc aujourd'hui, pour 1 kilo d'aluminium dans un avion qui vole, ou de titane, ou de composite, on a besoin d'en acheter 10 kilos. Ça veut dire que on passe de 10 à 1 sur tous les phénomènes, je dirais, de fabrication de la pièce et de son installation dans l'avion. Vous allez me dire, 10 pour 1, c'est quand même beaucoup d'avoir besoin d'acheter 10 kg d'alu pour en avoir un qui vole. À titre de comparaison, je ne vais pas vous poser la question, vous êtes très nombreux, mais pour vous donner la réponse, à votre avis, pour avoir 1 kg de cuivre dans un smartphone, il en faut combien? Je vous laisse, non? 700. D'accord? Donc c'est 10 pour 1 pour l'aluminium dans l'avion, c'est 700 pour 1 pour la morceau de cuivre dans un smartphone. Alors vous allez me dire, c'est horrible, c'est vrai, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que les avions, c'était 25 sur 1 et maintenant c'est 10 sur 1, et les smartphones, c'est 700 sur 1 et c'était le double il y a 10 ans. Donc tout ça progresse, mais c'est pour vous dire quand même que les marges de progression sont encore énormes et que si on utilise intelligemment tous ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle dans tous les process industriels, ça, c'est assez prédictible. Il n'y a pas de fly-up. Tous les industriels sont très contents de réduire le scrap sur leur ligne de fabrication. Donc ça marche très bien.
Quatrièmement, tout le dessin des nouveaux composants pour les faire plus légers. Alors ça, une fois de plus, je défends un peu aujourd'hui l'industrie aéronautique parce que je la trouve très attaquée dans le domaine du CO2 dans les médias, alors que vraiment, pour nous, dans notre domaine de la réduction de l'utilisation des matériaux, c'est toujours eux qui ont donné l'exemple. Ça fait des dizaines d'années qu'ils le font pour réduire justement le kérosène, et ils le font de manière superbe. Ils réutilisent beaucoup de matériaux. Ils ont aujourd'hui, par exemple, une des plus belles taux d'utilisation des produits, parce que aussi, pour vous donner un autre KPI, aujourd'hui, on utilise sa voiture personnelle, à peu près 5% du temps. Si on la passe chez Uber ou chez Lyft, ça passe à 40%. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais les avions, c'est beaucoup mieux. Ils sont déjà à 75%. Et ils sont à 75% grâce à des processus de maintenance incroyables, grâce à de l'intelligence artificielle pour utiliser et réutiliser les spare parts. Donc ce sont des gens qui font déjà énormément de choses. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu injuste qu'ils se fassent taper sur les doigts en ce moment, parce que probablement, c'est grâce à l'industrie aéronautique qu'aujourd'hui, toutes les autres industries, à commencer par l'automobile et les smartphones, permettent d'utiliser ou de réutiliser des solutions qui marchent. Donc ça, je vous ai parlé donc, de réduire le poids. Et la dernière partie, on en a déjà beaucoup parlé, qui est sur la partie recyclage. Et sur la partie recyclage, là, je voudrais aussi dire quelque chose, parce qu'on a parlé de l'acier et de l'aluminium. Alors moi, je suis pas géologue, je suis métallo, hein, je suis désolé, c'est un cran en dessous, mais la métallurgie, c'est pas mal aussi. Et dans la métallurgie, effectivement, l'acier, ça marche super bien. L'aluminium, ça pourrait marcher beaucoup mieux, pas qu'il soit moins facile à recycler. L'aluminium est beaucoup plus facile à recycler que l'acier. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas aimantable. Alors l'acier, ça se collecte avec des aimants. L'aluminium, ça ne se collecte pas. C'est-à-dire que quand c'est au fin fond, quand c'est mélangé avec autre chose, vous n'arrivez pas à retirer les canettes. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, la problématique là, elle n'est pas technologique, c'est une vraie problématique de collecte. Et là, pour la collecte, je vais vous donner juste un petit exemple que j'ai trouvé absolument merveilleux. Nous avions, au mois de juin, 2 personnes qui sont venues nous expliquer comment ils essayaient de faire de la collecte et du recyclage des déchets. Donc on avait le président du système de collecte et de recyclage français, qui s'appelle Citeo, qui a un budget de fonctionnement d'à peu près 1 milliard d'euros tous les ans. C'est un budget de fonctionnement qui est quand même alimenté par tous les grands utilisateurs d'emballage en France. Donc c'est aussi bien Coca-Cola, Danone, Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, tous les gens qui utilisent des emballages. Et ils payent un petit lévi, et ça fait en gros un budget d'1 milliard d'euros, et ce milliard d'euros est distribué par Eco-Emballage, maintenant Citeo, à toutes les collectivités locales françaises pour organiser la collecte et le recyclage des déchets. Et à côté, nous avions la maire d'une ville qui s'appelle Surabaya, qui est la 2e ville d'Indonésie, 7 millions d'habitants. Et ils ont commencé leur dialogue, où elle a dit, ben voilà, je vais vous dire très simplement, quand je suis arrivée comme maire de Surabaya, alors juste pour vous donner un exemple, elle est toute petite, elle mesure 1m50, elle a un grand foulard parce qu'elle est évidemment musulmane, et Jean Ornin, qui est le patron de Citeo, il fait mesurer 1m95, vous voyez, les deux étaient à côté, on est en train de discuter, et elle dit, ben voilà, moi je commence par vous dire très simplement que quand j'ai été élue maire, c'était un bordel noir, c'était sale partout, il y avait des déchets partout, et moi j'avais pas un centime. Et Jean lui a dit, ben moi j'avais 1 milliard, mais même avec 1 milliard c'est très compliqué. Ça a fait rire tout le monde, et n'empêche qu'elle nous a expliqué comment elle a fait, et c'était assez hallucinant, et aujourd'hui ils ont un système qui fonctionne, parce qu'ils ont réussi à motiver toute la population par collecter soi-même les déchets. Alors que chez nous, on considère que ce n'est pas notre job, qu'on doit le faire par quelqu'un d'autre. Et c'est la grosse différence aujourd'hui sur le recyclage, et c'est un problème culturel, ce n'est pas un problème d'argent, c'est vraiment que les gens se sentent responsables d'aller chercher eux-mêmes les déchets. Tout ça pour dire que voilà, les 5 grandes catégories d'actions, elles sont plus ou moins, elles sont toutes appliquées partout, sur tous les matériaux dits critiques, et elles sont accompagnées, je dirais, d'incertitudes différentes selon les métaux, et j'en ai choisi 2 dans les... Peut-être que... Je ne sais pas qui est-ce qui a les slides. C'est vous, Myrtille? Non. Voilà. Est-ce que je peux avoir la slide après? Merci, c'est gentil. Voilà. Non, c'est... Ah bon, pardon. Alors, je m'arrête. Très bien. En mesure de rétorsion de notre retard, je saute le point 5 et j'en arrive à la question où vous pourrez passer vos slides. Les entreprises dont vous parliez qui travaillent sur toutes ces questions à la fois d'approvisionnement, de réduction du gaspillage, de la baisse du poids des matières dans leurs objets, on a vu
là, récemment, sortir plusieurs rapports expliquant qu'elles avaient finalement une connaissance moyenne de leur chaîne d'approvisionnement, de leurs besoins. Il y a eu un rapport du CGE, il y a eu plusieurs évaluations qui n'étaient pas très encourageantes. D'abord, Pierre Toulouat, si vous pouvez nous en dire un mot, et je sais que Victoire, vous souhaiteriez répondre. Alors, il y a eu, depuis une dizaine d'années, et encore plus depuis 5 ans, de nombreux rapports. Donc, Myrtille vient de citer le rapport récent du Conseil général de l'économie, qui a été émis au premier semestre, et qui s'est en partie reposé sur une enquête auprès des industriels sur la conscience qu'ils avaient ou pas de difficultés d'approvisionnement. Et en fait, moins de 20% des industriels s'étaient réellement posé la question, notamment dans les PME-PMI, où finalement il faut confiance au marché pour trouver les métaux dont ils ont besoin. Bien sûr, des grands groupes sont organisés, mais en France, je pense que par rapport à d'autres pays, c'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas du Japon, le tissu industriel a une connaissance moindre de ces problèmes-là. Ce sondage l'a clairement montré. Donc il y a des efforts de pédagogie et je pense qu'on peut compter sur le COMES notamment pour essayer de diffuser, au-delà des groupes industriels qui sont présents, vers un tissu beaucoup plus large d'entreprises. Victoire, vous me disiez qu'en fait, ils en parlent beaucoup en interne, dans les CA, dans les COMEX, mais que finalement, peu de choses sont communiquées. Oui, enfin, moi, je vous ai juste donné mon expérience de conseil d'administration de sociétés qui utilisent beaucoup des matériaux critiques. Donc, évidemment, ça fait partie des sujets qui sont discutés. On a des comités des risques qui permettent de regarder ça, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas de communication non plus, parce que ça fait partie aussi des secrets de notre façon de nous organiser. Et je pense que voilà, communiquer dessus, ça donnerait aussi des informations intéressantes à nos concurrents. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Donc, ce qui est difficile, c'est à la fois de sécuriser l'écosystème, comme l'a dit Pierre, donc de faire comprendre à l'écosystème qu'on s'en occupe, qu'on a des actions en place, et en même temps de ne pas trop en dire, pour pas donner des informations qui permettraient d'influer notamment sur la fixation des prix. Voilà. Ah voilà, ouais, ça y est. Donc, okay. Donc Myrtille, voilà, m'a donné la possibilité de vous raconter un petit peu des actions précises. Donc, comme vous l'a dit Pierre tout à l'heure, on a identifié un certain nombre de matériaux critiques. Alors, leur criticité se réduit, hein, heureusement. Il y en a qui disparaissent chaque année de la liste des rouges. Et même le cobalt, qui était le plus rouge de tous, est en train, effectivement, de devenir moins rouge. Et pas à cause des variations de prix que mentionnait Philippe Chalmin, mais simplement des actions qui ont été mises en place pour réduire cette criticité. Alors, je vous ai remis en haut, en rouge, pourquoi tout est rouge. Alors, si vous voyez que surtout, le cobalt est le seul matériau qui est rouge sur toutes les dimensions qu'a évalué Pierre tout à l'heure. Donc, c'est quand même assez perturbant. Mais ce qui est assez incroyable, c'est la réaction qui a été faite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette alliance entre le Department of Energy américain et le groupe allemand BASF est quand même assez intéressant. Il y a eu aussi énormément de micro-mines qui ont été mises en fabrication dans des pays, on va dire, largement démocratiques, que sont l'Australie et le Canada, par exemple. Et là, on a un certain nombre... Alors, je ne suis pas moi-même géologue, mais j'ai cru comprendre quand même qu'on avait souvent du nickel et du cobalt dans la même mine. Et visiblement, ça a rendu ces mines-là beaucoup plus rentables en pouvant jouer sur les deux métaux, alors que s'ils n'en avaient eu qu'un seul, et notamment que le cobalt, je pense qu'ils auraient un petit peu plus de mal à décider de la mise en route de l'investissement. Donc ça, par exemple, ça a été des mines à taille raisonnable, avec deux métaux et pas un seul, et en plus un éco-design qui a permis d'avoir un environnement extrêmement favorable à la mise en investissement. Je vous ai déjà parlé... Ah oui, si. Et un autre point qui est quand même très intéressant, c'est que les smartphones, aujourd'hui, si vous voulez, le cobalt et le nickel se sont beaucoup développés à cause des batteries. Mais ces batteries, dans les 10 dernières années, elles étaient à 80% des batteries de smartphones. Et toute la progression des années qui viennent, c'est plus les batteries de smartphones. On a atteint le niveau quasi asymptotique. Mais maintenant, ça sera que des batteries électriques. La progression ne viendra que des batteries de voitures. Donc on a eu les batteries de smartphones jusqu'à aujourd'hui, où vous remarquerez que le recyclage n'était pas à l'ordre de priorité des Apple, Samsung et Huawei. En revanche, à partir du moment où ça devient des batteries de voitures,
comme il y a des régulations sur les voitures qui obligent les voitures à recycler 80% de leurs composants, en parallèle du développement des voitures électriques, il y a eu des développements de technologies de recyclage. Et ce qui est assez impressionnant, au Japon, JX NMM et Sumitomo sont à fond dans la recherche pour mettre au point des process de recyclage de cobalt. On a eu l'annonce très récente de BM, Umicore et Northvolt, donc première usine quand même de batteries pour véhicules électriques en Suède, et tout de suite un accord avec BM et avec Umicore pour mettre en place le système de recyclage qui est associé. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose sur le recyclage des mêmes, enfin, entre guillemets, des mêmes batteries. Sur les smartphones, personne ne s'en est trop occupé. En revanche, sur les voitures, c'est vraiment... Il y a un effort mouse. Alors, je ne sais pas si les technologies, là encore, vont fonctionner, mais en tout cas, depuis le début de l'année 2019, l'ensemble des annonces qui ont été faites est quand même assez hallucinant. Et on espère qu'au mois de juin l'année prochaine, on aura beaucoup de retours sur la partie véritablement technique et sur ce que ça donne. Je crois que sur ce modèle action-réaction, vous aviez une deuxième matière. Ouais. Et je ne sais pas si... voilà. Les terres rares. Les terres rares. Alors les terres rares, j'ai déjà parlé de Mountain Pass, mais je pense que c'est quand même... c'est pas ridicule. On attend toujours qu'à La Rochelle, les gens reviennent, mais c'est un petit peu... Alors j'en profite pour faire mon plaidoyer pro domo pour la mine en France, parce que moi, je ne suis pas du tout comme Pierre, une spécialiste, mais... qu'il n'y ait pas de tungstène dans les Pyrénées, qu'il n'y ait pas de... Enfin bon, bref, j'ai un petit peu de mal à comprendre, et peut-être qu'un jour, je finirai par comprendre pourquoi on ne nous autorise pas à redémarrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est alors l'incertitude technologique. On parlait des moteurs à induction. Et alors ça, c'est assez étonnant, parce que Tesla, par exemple, a changé 2 fois pour l'instant de son fusil d'épaule, donc on ne sait pas très bien si dans le futur, ils utiliseront des moteurs qui auront besoin de terres rares ou pas. Donc Elon Musk a joué en faisant des effets d'annonce des deux côtés. Je voulais parler aussi des petites startups. On a des startups assez amusantes, parce que moi, quand je suis arrivé là-dedans, on m'a dit c'est impossible de recycler les terres rares. Eh bien, en tout cas, il y en a une qui a un process qui visiblement fonctionne, qui est au Texas, et qui est une toute petite, c'est une spin-off d'une université américaine. Et avant même que les États-Unis ou l'Europe découvrent qu'ils existent, ils avaient déjà vendu 5 ans de leur production au Japon. Que vous voyez quand même qu'en termes de scanning des technologies, les Japonais sont toujours meilleurs que nous. Donc les Américains n'étaient même pas au courant chez eux qu'ils savaient ça. Et voilà, enfin, c'est juste assez génial. On les a quand même nominés à notre concours de start-up à Nancy en juin, et on était très heureux de les accueillir. Et puis, oui, sinon, juste aussi un petit point sur tout ce qui est aimant permanent et les projets de recherche de Fraunhofer qui sont quand même assez extraordinaires, avec des résultats, là, démontrés, qui sont, si ça marche, assez étonnants. Je vous laisse lire les chiffres, parce que 80 et 96%, c'est des beaux chiffres, quoi. Voilà. On a compris qu'il y avait des grands groupes qui avaient quand même une vision de ces risques-là, et finalement toute une partie des PME et des ETI qui avaient encore du chemin à faire. Christian Pollack, sur le dialogue le long de la chaîne de valeur et la coopération stratégique entre les différents acteurs. Comme je soulignais tout à l'heure, là, je crois qu'on a un grand choc culturel entre un utilisateur final, bon, je reprends l'aéronautique, qui est effectivement très en avance pour réduire la consommation de kérosène par des éléments composites, des alliages plus légers, par des designs. Et puis le mineur de base qui est sur des petits métaux, j'entends, je ne parle pas de grands métaux, et j'inclus le cobalt et le nickel, enfin le cobalt particulièrement encore dans des grands métaux, parce que là on a quand même des investissements industriels assez importants. C'est le dialogue qu'il peut y avoir entre ces deux parties. Il est très difficile parce qu'ils ne parlent pas du tout le même langage. D'un côté, vous avez le petit mineur qui a besoin de 1, 2, 3 millions de dollars pour lancer sa mine. C'est des toutes petites capacités. Et puis de l'autre côté, vous avez des budgets de milliards. Et entre les deux, le dialogue se monte difficilement, voire il n'existe pas. Je crois qu'à travers justement des organisations là, comme le World Material Forum, on a l'opportunité de faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas, qui ne pourraient pas se rencontrer. Je vois difficile pour un petit mineur du fin fond du Brésil ou d'Afrique ou du sud-est de l'Asie d'aller frapper à la porte à Toulouse ou à Seattle pour demander le responsable des achats. Donc je crois qu'il y a
des organisations qui pourraient permettre de faire ça, et à l'intermédiaire des sociétés minières, ou typique aussi des Geological Survey, comme le BRGM, qui permettraient de traduire dans des mots pratiques, des deux côtés, le besoin et la nécessité de travailler ensemble. On a là parlé de ce que pouvaient faire les entreprises pour pallier ce risque, comment mieux travailler ensemble, comment mieux communiquer, comment mieux évaluer. Il y a quand même un acteur qu'on n'a pas évoqué, c'est les pouvoirs publics et les institutions. Quel rôle, quelle stratégie? Est-ce qu'il est urgent d'avoir une politique d'approvisionnement? Philippe Chalmin, peut-être sur ces questions? Il y a une sorte de cycle des préoccupations. Lorsque le BRGM est né, il y a 60 ans, c'était le moment où était à peu près complété le stock stratégique américain de ce qui étaient les métaux stratégiques de l'époque. Il y avait de l'étain d'ailleurs à l'époque. Ils avaient stocké pratiquement 1 an de production mondiale d'étain, qui a été stratégique à ce moment-là, qui n'a plus été, et apparemment qui va le redevenir. Et c'était à l'époque, bon, on était quand même en pleine dans la guerre froide, on croyait à la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, souvenez-vous, on a eu les années 70, le rapport halte à la croissance, la fin du monde était proche, il y aurait plus de... Pratiquement tous les gisements de métaux seraient épuisés pour la fin du siècle, on parlait du XXe siècle, et il y a eu d'ailleurs à ce moment-là, souvenez-vous, au lendemain de la guerre des Falklands, la constitution de stocks stratégiques au Royaume-Uni. En France, on a eu, souvenez-vous, une caisse des matières premières où l'on stocka dans le plus grand secret un certain nombre de métaux stratégiques de l'époque. Alors les métaux stratégiques de l'époque, il faut rappeler que c'était effectivement une dimension géopolitique, c'était ce qu'il y avait de l'autre côté du rideau de fer et ce qu'il y avait en Afrique australe, l'Afrique du Sud avec l'apartheid apparaissant éminemment fragile. Ce qui était frappant, c'est que d'ailleurs on a réédité Halte à la croissance aux alentours de 2010 ou de 2011 et on a vu ressortir exactement les mêmes problématiques lors de la dernière grande flambée des prix des matières premières, c'est-à-dire entre 2007 et 2014. Alors bien entendu, les conditions géopolitiques ont changé. La dépendance vis-à-vis de la Russie finalement préoccupe moins que celle vis-à-vis de la Chine, ça a été largement souligné. On a le souci, bien entendu, de la République démocratique du Congo et de la région au sens quand même relativement large, sachant que quand on regarde bien la géographie minière, les compagnies minières ont tenu compte finalement de ce risque, puisque les Eldorado miniers qu'ont été notamment le Brésil et l'Australie, ce sont finalement des réactions à la tension des prix et à la tension géopolitique des années 70. Alors il est clair qu'aujourd'hui, bah oui, il est nécessaire que les pouvoirs publics aient une réflexion sur ce genre de thème, même si en France, on en a toujours été quand même un peu loin. Je me souviens qu'en 2010, souvenez-vous, la France présidait le G20 et l'un des thèmes abordés a été la régulation des marchés de matières premières. La présidence française s'est essentiellement intéressée à un sujet tout à fait éminemment intéressant qui était la régulation des marchés agricoles. Nos amis allemands, eux, s'intéressaient avant tout à l'approvisionnement de leur industrie en métaux stratégiques. Il y avait véritablement presque 2 poids, 2 mesures. On parlait agriculture au MEDEF et par contre, à l'équivalent allemand du MEDEF, eux, leur préoccupation était celle de l'approvisionnement en métaux stratégiques. Alors maintenant, est-ce que l'on peut aller tellement plus loin? J'avoue que je ne le sais pas. On peut avoir toutes les commissions possibles et imaginables. Il n'en reste pas moins que les hasards de la répartition minière, le fait aussi, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, ne le prenez pas, chers amis mineurs, mal, la mine
est rarement un facteur de bonheur. Je suis désolé de le dire. On en parle beaucoup pour le pétrole, on parle de la malédiction du pétrole. Je crois franchement qu'on peut aussi parler de la malédiction de la mine. Et c'est pas à partir de la mine, malheureusement, que l'on bâtit des stratégies de développement économique. Le Zaïre, enfin la République démocratique du Congo, est, vous le savez, un scandale géologique. C'est le pays le plus malheureux d'Afrique. Et malheureusement, je frémis lorsque je vois tous les tripatouillages autour des projets miniers en Guinée, ceci pouvant permettre à M. Alpha Condé, éventuellement, d'avoir un troisième mandat au-delà de 80 ans. Malheureusement, la malédiction des matières premières est une réalité, elle l'est pour l'énergie, elle l'est pour la mine. Ça veut dire que les pays où l'essentiel des ressources est concentré sur l'exploitation minière sont des pays géopolitiquement très instables et potentiellement dangereux. Ça, malheureusement, l'histoire nous montre qu'il y a très, très peu de contre-exemples. Merci. Victor de Margerie, je vois que vous brûlez de répondre. Oui, je voudrais quand même évoquer quelques contre-exemples. La Norvège dans le oil and gas, l'Australie et le Canada dans la mine me paraissent être de bons Victoire, exemples. Non, mais tout le monde n'est pas un protestant norvégien. Je pourrais citer, non. Non. Dans le domaine de la mine, il y a... Le Chili a bien géré la rente du cuivre. Codelco a été remarquablement bien géré. Ils ont bien géré la rente du cuivre. Et, bon, je ne l'ai pas de première main, on me cite toujours le cas du Botswana dans la gestion de la rente du diamant. Et on pourrait citer la Malaisie, qui est sortie du sortilège malais et qui ne dépend plus aujourd'hui des matières premières. Malheureusement. Alors, l'Australie, le Canada, nous parlons d'autres pays où le poids de la mine est quand même beaucoup moins important. On parle de pays qui sont à des niveaux de développement économique qui leur permet de passer au-delà. Mais je vous rappelle... Ils ont juste commencé avec ça aussi il y a quelques années et ils se sont développés ensuite dans d'autres secteurs industriels. Et on pourrait espérer que certains pays d'Afrique que vous notez soient simplement 50 ou 100 ans en retard par rapport à... Malheureusement, vous avez une corrélation directe entre le mal-développement africain et leur dépendance aux produits primaires. Alors, moi, si vous permettez, je voudrais quand même juste revenir. La raison de mon souhait d'intervenir n'était pas... Je ne m'attendais pas à ce que vous parliez de la malédiction de la mine. Mais je voulais réagir à autre chose que je trouve intéressant. Sur la réaction des pouvoirs publics en matière d'accès à la sécurisation d'accès aux métaux critiques. Je pense que les technologies sont aussi un sujet aval, sont un sujet très intéressant. Par exemple, on parle énormément de la voiture électrique. Depuis 18 mois, l'hydrogène est en train de réintéresser tout le monde. Et alors que c'était plutôt un sujet germano-japonais, et puis que voilà, c'était un petit peu, ça venait après la voiture électrique. Et en fait, on m'a donné un chiffre la semaine dernière que j'ai trouvé intéressant. Le coût de revient d'une pile à combustible, c'est 15% de matériaux. Le prix de revient d'une batterie de voiture, c'est 70% matériaux. Donc, clairement, la sécurisation du matériau n'est pas aussi importante pour l'hydrogène que pour les voitures électriques. Et je pense que c'est un sujet qui est en train d'interpeller un petit peu nos régulateurs, notamment européens. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Puis, entre-temps, il y a eu cette petite incursion sur la malédiction de la mine. Voilà, c'est tout. Moi, comme je veux participer, j'ajouterais quand même cette étude récente sur les mines d'or en Afrique de l'Ouest qui ont plutôt participé à sortir les gens de la pauvreté et à les faire aller à l'école, etc. Mais fin de la discussion sur cet aspect-là. Paolo De Sa, sur la stratégie américaine, dont on parle beaucoup en ce moment. Bon, je ne vais pas parler tellement des États-Unis, je veux simplement simplifier un peu. Les pays consommateurs ont adopté trois types d'approches pour sécuriser leur approvisionnement. Certains pays, surtout basés sur le commerce, c'est le cas des pays qui ont des sociétés traders importantes, l'Allemagne, le Japon. Avec les guerres commerciales actuelles, cette stratégie est un peu fragile.
D'autres pays ont adopté une politique d'investissement et ça ne veut pas dire que ce soit exactement leur société minière qui investisse, mais garantir un climat, on a parlé de la politique américaine de gouvernance, garantir un climat favorable aux investissements miniers. Et là, c'est surtout les États-Unis, mais maintenant de plus en plus la Chine. Et d'autres pays ont adopté l'innovation technologique comme le chemin essentiel pour la sécurité d'approvisionnement vers le long terme. Et si je ne me trompe pas, c'est plutôt l'approche de l'Union européenne. Et je crois qu'effectivement, il faut miser beaucoup plus là-dessus, sur la technologie. Technologie en termes de, on a parlé longtemps ici, je ne vais pas m'allonger, c'est en termes de réduction de la consommation intrinsèque de minéraux et métaux dans les produits, technologie de substitution, remplacer le cobalt par d'autres produits en cas d'instabilité politique, un DRC. Mais en revenant sur le recyclage, beaucoup reste à faire sur les technologies de recyclage au niveau métallurgique, mais deux éléments que j'aimerais souligner, deux contraintes importantes au recyclage sont la collecte, comme a été souligné, et les coûts. Malheureusement, la filière de recyclage, normalement, a des coûts plus importants liés à la contamination, liés au manque ou à la difficulté d'avoir des économies d'échelle dans la collecte de métaux, donc à des coûts qui ne sont pas très bons par rapport aux grandes mines australiennes et canadiennes. Et donc, je crois que pour aider un peu le développement du recyclage, il faut que les pouvoirs publics adoptent des politiques de réglementation. Il faut des normes plus strictes, même au niveau de l'Union européenne. Et pour terminer, la politique de recyclage de certains pays européens jusqu'à il y a 2 ans, c'était d'exporter vers la Chine et dire ça y est, c'est recyclé. Maintenant, la Chine dit non, on n'accepte plus de déchets, et donc les gens se trouvent avec des quantités énormes de déchets qui ne savent pas récolter et valoriser de façon économique. Pierre Toulouat, sur la stratégie ou la... Vraiment un petit mot pour répondre à ce que vous venez de dire. Il y a un exemple très intéressant, c'est Ecotitanium. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le titane dans l'aéronautique en Europe. Ils ont réussi à mettre en place une filière qui est économique, qui a un bon coût de revient et qui est toute organisée par un groupe minier français qui s'appelle Eramet, avec sa filiale qui s'appelle. Et le seul exemple de recyclage de titane de qualité aéronautique sur notre continent. Donc ils ont garanti la qualité du minerai qu'ils récupèrent. Enfin, c'est vraiment superbe et c'est économique. Donc ça peut se faire quand c'est organisé par une industrie. Philippe Chalmin, un mot ? Oui, très brièvement, Paolo De Sa vient de parler de la sensibilité des filières de recyclage aux débouchés chinois. Les Chinois viennent de nous rendre un immense service, parce que jusque-là, soyons honnêtes, on fourguait aux Chinois à peu près beaucoup de nos déchets, que ce soit notamment des vieux papiers, des vieux plastiques, sans faire véritablement d'efforts de classification, de traitement, etc. Les Chinois ont mis le holà, alors ça pose un énorme problème, mais si on veut exporter, je dirais, non plus du déchet, mais de la matière secondaire, là, la Chine est prête à importer. Mais elle n'est plus prête, il faut bien faire cette différence, ce qui est le déchet et ce qui est la matière secondaire. Et il y a un gros chemin entre l'un et l'autre. J'ajouterais qu'elle achète aujourd'hui plus cher certaines de nos matières que les acheteurs français, sur des qualités parfaitement triées et propres. Pierre Toulouat, quand même, sur la stratégie ou la non-stratégie de la France en termes d'approvisionnement. Alors la France y réfléchit. Bien sûr, la France a encore quelques groupes miniers qui travaillent sur un certain nombre de métaux, mais ils sont très loin de couvrir l'ensemble du spectre nécessaire. Et je voulais quand même faire quelques petites remarques. Le BRGM, Service géologique national, est le seul des grands services géologiques européens qui ne reçoivent pas d'aide spécifique, ciblée, bien sûr issue de subventions, pour aider les pays en développement à développer leur infrastructure géologique, bien sûr éventuellement découvrir leur potentiel minier ou sécuriser l'ensemble des chaînes. Nos homologues allemands ont à peu près 10% de leur budget qui est directement consacré à ça, et ils travaillent bien sûr en lien avec les acteurs industriels pour créer ce climat de confiance qui a été rappelé par
par Christian Pollack, qui permet de bâtir des stratégies de long terme avec des acteurs de la mine. Et je pense qu'il faut essayer de réfléchir à ça plutôt que de fermer les yeux et de dire non, on ne veut plus refaire la France-Afrique d'autrefois, échapper à la malédiction de la mine qu'a évoqué Philippe Chalmin, et dire quand même, les pays africains, un certain nombre de pays africains, nous demandent à nous, BRGM, parce qu'ils nous connaissent et ils savent qu'on a découvert quand même pas mal de gisements métalliques en Afrique et dans le monde, et nous disent, nous, on veut un petit peu essayer d'échapper à un certain nombre de pays voraces, et on aimerait que la France, qui nous a montré qu'elle savait découvrir des gisements, mais aussi, on sait maintenant que le BRGM est capable de nous aider à mettre en place des réglementations environnementales correctes, un code minier qu'on puisse appliquer et former nos collaborateurs. Donc le BRGM sur financement de la Banque mondiale, mais c'est compétitif et il faut y aller, il faut que le BRGM soit bon, et le BRGM est bon, et donc gagne un certain nombre de projets, mais on est encore très loin des attentes d'un certain nombre de pays. Moi, je vais maintenant assez fréquemment à des grands-messes en Afrique du Sud, ou bien je vais dans un certain nombre de pays africains, et les dirigeants de ces pays disent « Mais le BRGM, on ne vous voit pas, on aimerait vous voir plus, et comment est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et quand on s'adresse pour le moment à nos tutelles, le ministère des Affaires étrangères, c'est non, c'est pas dans la politique. Donc il y a un effort. Alors c'est une décision politique prise au plus haut niveau des gouvernements, et quelque part il faut en accepter les conséquences. Il y a d'autres moyens d'agir, mais ce moyen à travers la coopération, la création d'un climat, c'est ce qui a préludé à l'initiative RG qui a été évoquée par les Américains, avec un certain nombre de pays. On peut le faire au niveau européen, on peut le faire en se groupant. C'est pas facile, mais ce sont des décisions qui doivent être prises au plus haut niveau par les pays. Ce sont des décisions politiques. Et puisqu'on parle de soutien à la découverte de mines, on en arrive quand même à ma question préférée. Est-ce qu'on peut se permettre de refuser la mine en France ? Philippe Chalmin, peut-être, puisque vous y êtes intéressé. C'est l'occasion de vous réconcilier. Non, alors attendez, moi je vais être... La malédiction des matières premières est une réalité. Maintenant, elle n'est pas forcément inéluctable. Et je pense effectivement qu'on peut avoir, et un pays comme la France aurait pu et aurait la potentialité de montrer qu'une mine, alors ce que vous appelez une écomine, moi j'appelle ça une mine durable et responsable, c'est imaginable. Je dois avouer que je sors d'un exercice qui s'appelle Montagne d'Or, qui me montre que dans l'environnement gaulois, et la Guyane, ça fait partie de la Gaule, comme vous le savez, c'est totalement impossible, d'autant plus que la mine, en France, a de fortes chances d'être prise en otage par des gens que je qualifierais souvent d'irresponsables, mais qui voient dans la mine un moyen de communication intéressant pour toucher le grand public sur des sujets sur lesquels on peut facilement faire de la caricature. En clair, après Notre-Dame-des-Landes, Montagne d'Or a été et après le barrage de Sivins, excusez-moi, on a eu Sivins, Notre-Dame-des-Landes, Montagne d'Or, quelques-uns de ces sujets qu'un certain nombre d'organisations, d'ONG, dont la représentativité m'a toujours laissé dubitatif, ont pu agiter vis-à-vis du grand public. Malheureusement, sortant de l'expérience Montagne d'Or, voyant ce qui se passe, comme Victoire le rappelait, dans nos belles vallées pyrénéennes, où autrefois il y a eu de la mine, même au Pays Basque, côté espagnol, nous avions des mines de fer. Malheureusement, j'ai peur que là où la France pourrait, avec Montagne d'Or, alors d'accord, l'or, enfin c'était une caricature, Montagne d'Or, l'or, ça ne sert pas à grand-chose, et c'est un suppôt du capitalisme le plus infect, comme vous le savez. Les promoteurs de cette mine, c'était des Canadiens et des Russes, ça sentait l'oligarque à plein nez.
on était, alors non pas en forêt primaire, parce que les orpailleurs étaient déjà passés par là, mais on était dans ce qui apparaissait l'Amazone. Alors l'Amazone, maintenant, c'est devenu une sorte de territoire sacré. Il y avait de sympathiques peuples primaires. On avait oublié qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils ne représentaient plus que 3% de la population, que dans l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni, alors là, justement, la mine pouvait être une chance quand on a 35% de chômage et 75% d'emploi public. Tout ceci a été balayé et on préfère effectivement, très probablement, abandonner ce projet pour, je le répète, de basses raisons politiques. Malheureusement, j'ai peur qu'en France, les débats soient largement biaisés. Et ce n'est pas que sur la mine que l'obscurantisme en matière scientifique. Il se trouve que j'ai siégé au Conseil des biotechnologies. C'est un autre sujet, celui des OGM, dont on pourrait parler. Je m'en arrête là, mais c'est un peu une réaction du cœur. Même si je n'attendais pas de la mine qu'elle apporte le développement économique de la Guyane dont elle avait besoin, je me disais que dans l'environnement français, avec la réglementation, avec le suivi dont les autorités françaises étaient capables, avec la collaboration et la coopération du BRGM qui avait travaillé là-dessus, on pouvait montrer un exemple et montrer qu'on pouvait faire une mine d'or plus propre que la mine d'à côté en Guyana. Malheureusement, ce ne sera très probablement pas le cas. Effectivement, Pierre Touloat, le BRGM... Pardon. Le BRGM a participé à établir tout un tas de référentiels sur la mine verte, sur les bonnes pratiques. La mine telle qu'elle pourrait s'envisager sur nos territoires demain, c'est plus germinal, quoi. C'est plus germinal. Le BRGM, bien sûr, mais pas que le BRGM. Il y a eu beaucoup de projets pour essayer de diminuer les impacts. Mais en même temps, le BRGM est aussi chargé par l'État de gérer l'héritage minier. L'après-minier, tous les problèmes sont encore loin d'être résolus. Donc en fait, il faut aussi apprendre de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire pour améliorer et penser l'après-mine dès la conception. Et je pense que c'est souvent ça qui a un petit peu manqué au projet. Comment exploiter durablement les mines, et c'est ce qui a nourri beaucoup de nouveaux projets sur la mine durable et la mine responsable, c'est d'anticiper les conséquences de l'exploitation, d'avoir une exploitation qui soit la plus économe possible, éviter de rejeter des résidus miniers à l'extérieur, et en particulier s'il s'agit de mines de sulfure, parce que le sulfure, dès qu'on le met en surface, va s'oxyder et générer des effluents acides. Donc une nouvelle conception de la mine, ça nécessite bien sûr des investissements. C'est développé dans certains endroits. On a même parlé de mines chirurgicales où on va essayer d'extraire uniquement ce dont on a besoin et de laisser tout le reste au fond. Bien sûr, Christian Polack va me dire qu'il faut être réaliste et savoir que ça peut se faire dans certaines conditions, mais pas partout et pas pour n'importe quel gisement. Mais il y a la possibilité d'exploiter des mines dans des conditions tout à fait correctes. Il faut d'abord, pour convaincre l'ensemble des parties prenantes et le public, montrer aussi qu'on est capable de gérer correctement tous les héritages miniers qu'on a encore sur les bras. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'actualités qui font que ce n'est pas toujours aussi simple d'avoir des discours très clairs en la matière. Mais on y croit quand même. Mais un mot, difficile. Victoire, et puis Christian Polack. Pour 2 minutes, est-ce que je trouve que ce que vient de dire Pierre est très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit prêt à pouvoir utiliser tout ce qui a été développé par le BRGM pour faire des mines propres le jour où l'environnement public sera favorable. Et moi, je suis moins négatif et pessimiste que mon voisin de droite, parce que j'ai une petite expérience dans le fait de développer des startups de deep tech en France, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la France ne veut pas être le premier à essayer. Donc, une fois que Mountain Pass, par exemple, aura redémarré, et bien tout d'un coup, ils vont se dire « Ah bah tiens, les Américains, ils y arrivent, donc nous, on doit pouvoir le faire », et ça tombera bien, parce que Pierre et son équipe auront une super truc à plug-in, et on pourra redémarrer la mine propre en France. Moi, je pense qu'ils ont besoin, nos pouvoirs publics ne veulent pas prendre le risque d'être les premiers à approuver quelque chose qui ne va pas marcher. Donc ils vont attendre que quelqu'un d'autre le fasse, que ça se passe bien, et à ce moment-là, nous, on aura le toolkit, et on n'aura plus qu'à le faire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Victoire, nous, on a les Verts. Ils n'ont pas quand même une influence des Verts aux États-Unis. Or, en Californie, c'est là, l'enfer. Oui, en Californie, d'accord. Oui, mais Mountain Pass, c'est à la frontière de la Californie et du Nevada.
Christian Pollack, faites-nous rêver un peu avec la mine du futur, la mine digitale, l'électrification et même l'ISR en fait. Oui, je ne vais pas parler de la mine prise en otage. Elle est prise en otage en France, c'est clair. Il se trouve qu'il y a à peu près 135 pays à l'ONU et il y en a un certain nombre qui vivent de la mine, pour qui ce n'est pas nécessairement la mine est un malheur, c'est aussi un vecteur économique. Pour certains pays bien régulés, mais la tendance veut qu'on va de plus en plus vers des mines régulées, organisées, avec des contrôles environnementaux de plus en plus sérieux. Donc là, je reprends effectivement ce que Pierre disait, c'est qu'il est très important d'avoir dans tous les pays qui vont accueillir des mines, d'avoir des fonctionnaires de qualité, des fonctionnaires bien formés. Donc on a des problèmes de formation, de trouver des gens en face de nous qui répondent à des questions et qui posent des questions intelligentes et progressives et constructives. Et ça, on a un énorme besoin pour un certain nombre de pays. Donc voilà, la mine du futur, c'est avant tout les gens. Avoir des gens formés et des administrations qui tiennent la route avec des fonctionnaires bien rémunérés, de telle sorte que ces gens-là puissent appliquer une régulation, des lois, des permis, qui puissent bien accueillir la mine. Donc la mine, là, n'est pas en otage, et la mine, là, n'est pas un vecteur, je dirais, de malheur. À partir du moment où c'est bien encadré, on cite l'Australie, le Canada, c'est l'extrême, mais je citais effectivement, il y a le Botswana, mais c'est aussi juste de la Namibie, qui exploite intelligemment ses ressources minières. Alors maintenant, après la mine intelligente, je crois qu'on a un petit quelque chose. On a une petite animation très courte. Je partirai là-dessus après, oui. C'est reparti. Sa valeur au nucléaire et à l'uranium, bien entendu. Dans le sens où, effectivement, la mine propre, le mot propre, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire pas de déchets, pas de résidus. Il y a toujours des déchets et des résidus. On va essayer de les minimiser, d'en faire produire le moins possible. Alors, les mines que l'on imagine, je ne reviens pas à Germinal, mais soit on fait un grand trou à le ciel ouvert, ou soit on fait un grand puits, on va faire un trou au fond. Enfin, dans tous les cas, la matière, elle remonte, elle s'accumule à l'extérieur. Donc ça, c'est les mines à ciel ouvert ou les mines souterraines. Il y a aussi d'autres types de mines qu'on utilise, nous, au Kazakhstan, qui sont utilisées aussi un petit peu en Ouzbékistan, aux États-Unis, un peu en Australie. C'est plus de 50% de la production mondiale d'uranium qui est utilisée par cette technologie qu'on appelle l'Institut Recovery ou l'Institut Leaching. Ou qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une grande entreprise de plomberie, à savoir que l'on fait des forages en surface, on injecte des solutions soit acides, soit basiques, dans des horizons géologiques où l'uranium est présent. L'uranium passe en solution, il est repompé par un autre puits, de telle sorte qu'en surface, ce sont uniquement du piping, des tubes qui circulent, des pompes. On fixe l'uranium sur des résines et on réinjecte l'eau et l'acide, et ainsi de suite, le cycle se fait. Ce qui fait que l'impact en surface est extrêmement faible, et c'est juste des pistes où il y a des sondeuses qui circulent. L'impact vous allez me dire, et l'aquifère, on va polluer l'aquifère. Il faut savoir que déjà, si l'uranium baigne dans un aquifère, franchement, je ne boirai pas l'eau de cet aquifère. Généralement, ce sont des eaux salines, des eaux déjà qui sont marquées, qui sont impropres à la consommation. On ne travaille pas l'extraction de l'uranium dans des aquifères potables. Ça, c'est une chose. Donc, c'est une technique originale, mais qui est très spécifique à l'uranium. Le cuivre, des essais ont été faits, des productions ont été faites dans le passé. Ça recommence un peu en Arizona, dans des milieux un petit peu fracturés. Il faut que les milieux soient poreux ou fracturés. Donc ça, c'est une technologie, oui, propre, bien sûr, mais c'est quand même assez exceptionnel. Alors après, dans les autres technologies, pour que ça soit propre, plus acceptable, on parlait tout à l'heure là, des jumeaux numériques, on va faire des jumeaux numériques aussi de nos mines. Alors ça commence déjà l'exploration. L'exploration, le géologue avec ses crayons de couleur, malheureusement c'est fini, ça a un petit côté bucolique très sympathique. Je pense que
pratiquement toute l'Assemblée y est passée à partir d'un certain âge, mais beaucoup moins maintenant. Et donc on utilise donc des tablettes et on est immédiatement connecté à partir du moment où on fait un point, une mesure, tout est mesuré, le GPS, la position, les analyses et aussi le tagage de tous les échantillons. Parce que quand on a des milliers d'échantillons, déjà au niveau des pierres récupérées sur les affleurements, mais aussi au niveau des sondages, on peut se perdre facilement, on ne va plus savoir exactement où est le sondage, à quelle profondeur, il faut faire un tagage extrêmement sérieux, très poussé, tout ça, merci, la technologie 4.0, ça nous permet d'aller très vite, très loin, et d'insérer ainsi des données le plus vite possible, et de pouvoir créer des ressources le plus vite possible, de pouvoir modéliser ça. Donc l'exploration mène à la modélisation. Alors après, il y a la mine elle-même. Vous avez vu circuler des camions qui circulent. On sait exactement où ils sont, on sait ce qu'ils ont chargé, on sait d'où ils viennent. Alors là aussi, on peut penser que c'est très chouette aussi, parce qu'on peut aussi faire en sorte que ces camions circulent sans chauffeur. Ce qui se fait déjà en Australie, sur des mines de fer géantes, des flottes de camions sont automatisées, il n'y a plus de chauffeurs, et c'est géré à partir de centres dans de l'air conditionné, donc c'est très pratique, ça coûte moins cher à l'entreprise, c'est mieux et c'est plus sûr parce qu'on sait exactement les positions des camions. Alors je mettrai un petit bémol là, sur le 4.0, notamment sur les chauffeurs, parce que quand on va dans des pays, la mine, qu'est-ce qu'on attend ? Ça va amener bien sûr du travail, ça va amener des emplois. Or, quand on arrive au milieu de la forêt tropicale ou au milieu du désert, les emplois, on va pas trouver des ingénieurs et des techniciens dans ces milieux-là, donc il faudra les faire venir de l'extérieur, ce qui fait que les communautés locales qui habitent ces régions elles vont être un peu frustrées, mais disent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire dans la mine, tout le monde va lever la main, dit moi je veux être chauffeur, moi je veux être chauffeur. Tout le monde peut être chauffeur. À partir du moment où on met des camions automatisés, vous comprenez bien qu'au niveau des communautés, ça peut poser quelques problèmes. Donc il faut quand même faire ça avec parcimonieusement. Ça peut se faire en Australie, mais je pense que ça ne peut pas nécessairement de faire partout, de faire des camions automatisés. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse sur l'application de la technique jusqu'au bout. Il faut quand même penser aux populations et leur première demande, c'est de travailler et d'avoir des emplois les plus simples possibles pour pouvoir s'initier au travail de la mine. Alors après, c'est le process. Vous amenez le minerai dans les usines. Les usines, il y a des pompes, il y a des broyeurs, il y a des concasseurs, il y a des usines de flottation, des bains d'acide, des niveaux, tout ça. Et il y a plein de paramètres qui touchent tous ces équipements, toutes ces machines. Et on accumule tous ces paramètres. C'est du data mining, du data qui va s'accumuler, et on traite ça avec de l'intelligence artificielle, on combine les deux, de telle sorte qu'on puisse voir des courbes d'usure sur des pièces, sur tous ces équipements, de telle sorte qu'on saura exactement, a priori, on va essayer de sortir de ce magma d'informations à la longue, les courbes d'usure, on saura exactement intervenir sur l'appareil au bon moment. On va devoir raccourcir le... Je raccourcis là. Donc voilà, donc ça c'est la mine du futur. Après, je termine sur l'environnement, parce que c'est important. Sur l'environnement aussi, on fait grâce aux drones, on va faire de la stabilité de talus, et on sait très bien que les talus, c'est un point très important. On a vu les malheurs qui sont arrivés au Brésil et au Canada récemment. Donc l'environnement aussi peut être soumis à cette évolution technologique 4.0. Donc il y a des solutions pour la mine du futur. C'est des formations, des gens bien formés, et également avec une technologie la plus en pointe possible, faire des jumeaux numériques, de telle sorte qu'on stoppe la mine sale. Merci. Est-ce qu'on a quand même quelques minutes pour quelques questions dans la salle ou pas ? On a un tout petit peu de retard, mais on peut peut-être prendre une ou deux questions, mais de façon rapide, s'il y en a dans la salle. Mais Monsieur Chrisman, que je vois ici, on va lui prendre un micro, mais je vais aller vers lui. Voilà. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, exprimer vos questions de façon courte et concise, mais de connaissance, ce sera le cas. Bonjour, Patrice Christman. Je voudrais tordre le cou. Philippe a eu le malheur d'utiliser une expression qui me rend toujours de mauvaise humeur, excuse-moi. C'est la malédiction des matières premières. Statistiquement, il n'y a pas de malédiction des matières premières. Une analyse de régression
avec les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale, avec les indicateurs de développement humain des Nations Unies, montrent aucune corrélation statistique entre la valeur des productions minières et ces indicateurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas effectivement négatifs, mais il y a autant de cas positifs. Ça, c'est un point. Deuxièmement, quand on regarde d'où vient la production minière mondiale, qui sont les principaux producteurs de matières premières, je viens de vérifier mes données, 53% en valeur de la production minière mondiale 2016 vient de 13 pays. Parmi ces 13 pays, il n'y en a qu'un seul qui fait partie du groupe de ce que la Banque mondiale appelle les pays à revenus médians faibles, c'est l'Inde. Tous les autres pays, les 12 autres, sont tous des pays soit dits riches en référence à la classification de la Banque mondiale, soit des pays à revenus supérieurs. Donc, le problème, ce fameux problème de la malédiction, il faudra arrêter de parler de ça comme du syndrome hollandais. Le vrai problème est un problème de gouvernance, comme Christian l'a indiqué. Beaucoup de pays souffrent de problèmes de gouvernance liés à des élites politiques plus ou moins corrompues, à des problèmes humains de formation, etc. Et Christian a très bien souligné ça. C'est ça sur quoi il faut travailler. Parler de la malédiction des matières premières, c'est ignorer, par exemple, le rôle que les matières premières ont joué dans l'histoire de l'industrie matières premières, a joué dans l'histoire de notre propre pays, de l'Europe et de la plupart des nations développées. Nous sommes tous nés de l'agriculture et de l'exploitation minière. Pour nos joies et nos peines, nous nous sommes diversifiés à partir de là, mais c'est les piliers de notre civilisation. Merci. Voilà. Alors, Philippe Chalmin. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Bon. Non, parce que la malédiction des matières premières, ça n'est pas que la Dutch disease, mais c'est aussi l'influence que cette rente peut avoir sur les gouvernements, sur la corruption des âmes, des corps et des cœurs. Malheureusement, et c'est pour ça que j'ai été amené à parler de la malédiction des matières premières, pour dire simplement que les pays producteurs étaient souvent des pays beaucoup plus fragiles et que l'exploitation, non pas des matières premières, mais la gestion de la rente les fragilisait. Alors ensuite, on peut regarder comment a été utilisée la rente. Pour moi, alors, cher Patrice, on va aller encore plus loin dans l'histoire. Je remonte bien avant la Dutch disease, qui était le mal néerlandais lié à l'exploitation du gaz de Groningue. Mais le déclin de l'Espagne, à partir du grand siècle, il se mesure avec l'arrivée de l'or et de l'argent du Nouveau Monde, car il a conforté finalement des élites latifundiaires, et l'Espagne n'a cessé, l'Espagne qui domine l'Europe au XVIe siècle, va peu à peu reculer pratiquement jusqu'à la fin de l'époque de Franco. Donc, quelque part, lorsque je parle de la malédiction des matières premières, bien sûr que vous avez raison, même si le développement économique, le décollage économique des pays européens à la fin du XVIIIe, il ne se fait pas sur les matières premières. Le décollage économique, la révolution industrielle en Angleterre au XVIIIe siècle, elle n'a rien à voir avec les matières premières. Mais nous les avons utilisées. L'Australie, le Canada ont été les grands bénéficiaires et ont su, effectivement, en tant que pays développés, gérer la rente. La Norvège a su gérer la rente. N'allez pas me dire qu'il y a un seul des pays du Golfe arabo-persique aujourd'hui qui peut être un exemple de gestion de la rente du pétrole et du gaz. Soyons sérieux. Et regardez sur l'Afrique, qui nous intéresse quand même plus en direct, quel est le pays qui a su gérer sa rente des matières premières. Je parle bien de la gestion de la rente. Je sais bien que la Banque mondiale n'aime pas quand on parle de commodity curse. Je suis désolé en tant qu'historien, c'est une réalité. Et c'est une réalité que l'on doit prendre en compte dans la mesure où elle est facteur d'instabilité et de volatilité des prix. Philippe, je crains que vous n'ayez découragé les autres questions. Alors,
Nous étions dans une phase de questions et de réponses courtes et concises, mais le débat est là, et il est fructueux, donc c'est tout à fait intéressant. Alors, on peut peut-être prendre encore une question dans la salle, et puis nous irons vers nos grands témoins. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, monsieur, alors, Nicolas Charles, je dis c'est moi qui y vais, puisque je suis de ce côté de la salle. Alors c'est plus une remarque et on va dépassionner complètement le débat. Je vais évoquer quelque chose qui n'a pas du tout été mentionné pendant la table ronde. C'est un peu dommage. Quand on parle d'approvisionnement en ressources minérales au sens large, on n'a pas du tout évoqué la dernière industrie extractive principale en France, que sont les matériaux, les minéraux industriels, et dont certains vont devenir stratégiques et qu'il va falloir penser également à sécuriser. Et il serait aussi important de mentionner qu'en 30 ans, on a perdu 3 fois le nombre de carrières en France. Voilà. Merci Nicolas. Je ne sais pas s'il y a une réaction à cette remarque venant de... Si, je remercie Nicolas de cette remarque, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à l'oublier, bien sûr en France, mais aussi dans beaucoup de pays en développement, où c'est une question absolument cruciale, et qui est aussi porteuse à la fois de développement et puis d'approche responsable. Donc merci Nicolas d'avoir mentionné. Et voilà, puis on va conclure sur les questions avec François. Alors, comme je répète, court, concis. Ma question sera très courte, puisqu'on va reconstruire l'Europe. Est-ce que dans les traités européens, les problèmes des sous-sols vont être mutualisés? Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à une politique minière globale au niveau européen, plutôt que chaque pays, comme notre pays français agricole et d'AOC, est incapable d'avoir des mines? Est-ce que, plutôt que de jouer sur les mots à chaque fois, en économie minière, etc., mais en partage du sous-sol dans les traités futurs européens de cette Europe qui ne fait même plus sa recherche minière de façon cohérente? Alors, Pierre? Merci François pour ce défi. Je crois que déjà chaque pays européen garde sa compétence au sens réglementaire administratif en matière d'approvisionnement en métaux, même si l'Europe et notamment la DG Gros ont eu beaucoup d'influence pour essayer de provoquer une réflexion commune au niveau européen en termes de décisions administratives ou politiques sur les substances minérales. Je pense qu'on est encore extrêmement loin de la situation que tu proposes. Mais même si, effectivement, l'Europe serait certainement plus responsable globalement si elle maîtrisait l'ensemble de la chaîne de décision, l'Europe qui est en train de se reconstruire, d'après ce que tu nous as dit, il y a encore un petit peu de temps, quoi. Eh bien, merci à vous tous, acteurs de cette seconde table ronde, pour ces échanges si fructueux. Parfois contradictoires, mais c'était une animation tout à fait profitable à l'intérêt de cette table ronde. Donc, encore une fois, grand merci pour vos différentes interventions. Et puis sur cette seconde table ronde, nous allons aussi avoir nos grands témoins, et je vais inviter tout de suite Claude Mandil à prendre parole pour nous délivrer, tout comme Bernard Cabaret l'a fait tout à l'heure, une petite mise en perspective historique en regardant l'évolution du BRGM depuis le temps où Claude Mandil était directeur général, et je parle de la période de 1988 à 1990. Claude Mandil. Ça fait 30 ans. Bon, puisque c'est son anniversaire, je peux dire d'abord, j'aime le BRGM. Et on n'a pas le temps, bien sûr, mais je fourmille de souvenirs et d'anecdotes sur les très bons moments, très brefs, mais très très bons moments que j'ai passés au BRGM. Je vous en donne juste une quand même, parce que vous le méritez à cette heure. C'est le tout début. Je venais d'être nommé au BRGM et on me dit, il faut absolument que tu ailles à Orléans. Donc le soir, je vais à Orléans, je couche, je ne sais pas si ça existe toujours. À l'époque, il y avait un appartement pour le directeur général
dans l'hôtel de passage. Je prends mon petit déjeuner le matin à l'époque, c'était Monsieur Longevial. Tout le monde l'appelait Mange-Mal. Enfin. Et oui, j'ai oublié de vous dire que mon métier précédent, que j'avais quitté 3 jours avant, était un métier pour lequel je n'étais absolument pas fait. Je m'en suis rendu compte, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté. C'était d'être le patron d'un établissement financier public. Et tous les matins, quand j'en ai à mon bureau, dans cet établissement, j'étais accueilli par le secrétaire général, qui était arrivé avant moi, qui était un garçon charmant, mais très cérémonieux, qui me disait « Monsieur le Président, je vous informe que le taux de l'argent au jour le jour à New York a augmenté de 2 dixièmes hier. » Merci. Et je me disais en moi-même, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis alors là, je reprends le fil. Donc je suis en train de prendre mon petit déjeuner à la Source, et il y avait quelqu'un d'autre à la table, et je dis « Bonjour, je suis le nouveau directeur général ». Et il me dit « Bonjour, je suis le prospecteur de Madagascar ». J'ai dit « Ah bon, quelles sont les nouvelles ?» Il me dit ben, je suis venu avec des carottes pour faire des analyses, et je suis très très content parce que la teneur des carottes est de 2 ppm plus importante qu'on ne le pensait. Je me suis dit mais c'est pas croyable, c'est exactement le même type de nouvelles, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle m'intéresse? Bon. Je vais être sérieux et puis je vais essayer de ne pas être long. Je voudrais faire 3 recommandations au BRGM, puisque c'est son anniversaire. La première, elle est plutôt relative à la première table ronde qu'à la seconde, mais c'est ma marotte à moi. Je supplie le BRGM d'être enthousiaste et actif et... Oui, je n'ai pas d'autres qualificatifs, sur la capture et le stockage du CO2. C'est une technique indispensable, déniée en France, et c'est pas grave. Bien sûr, vous allez faire le nécessaire au BRGM pour que les stockages ne fuient pas. Mais si jamais ils fuient un tout petit peu, c'est pas grave. Il y aura quand même l'essentiel du CO2 qui aura été stocké plutôt que de ne pas l'être. Bon. Deuxième recommandation, je crois que le BRGM devrait, je baisse la voix parce qu'il faut quand même le dire à voix basse, devait en secret préparer le moment où on pourra de nouveau faire de la mine en France. Parce que je crois que ce moment va arriver un jour ou un autre, mais je crois qu'il va arriver. Moi, je fais partie des optimistes. Probablement, je ne serai plus là, même certainement, mais il va arriver. Quand j'entends dire que le tantal est un métal stratégique et qu'il y en a en Guyane, quand j'entends dire qu'on est inquiet pour l'approvisionnement en étain et que nous savons combien il y en a dans tout le massif armoricain, je me dis qu'on marche sur la tête. Et donc, préparons. Et vous avez entendu la philippique, et surtout le débat qui a suivi la philippique de Philippe Chalmin, où les 2 personnes étaient moins en désaccord, je crois, qu'il n'y paraissait. Mais précisément, s'il est vrai que certains pays en développement se portent mal d'un excès d'activité minière, eh bien, il incombe aux pays développés de produire ces métaux dans des conditions, elles, satisfaisantes. Et puis, ma 3e recommandation, je ne sais pas très bien comment la présenter, parce que ce n'est pas mon métier, il s'agit de communication. Il faut que le BRGM participe, avec d'autres bien sûr,
à la réhabilitation du sous-sol auprès de l'opinion publique générale. Notre opinion n'aime pas le sous-sol. N'aime pas le sous-sol, ça lui fait peur, peut-être parce qu'on enterre les morts dans le sous-sol, je ne sais pas. Hein. Et le résultat, c'est que quand on n'aime pas quelque chose, on ne va pas y voir. Alors pourquoi étudier le sous-sol puisqu'on n'aime pas le sous-sol? Et ça, c'est grave. Je crois qu'il faut vraiment, je ne sais pas comment, mais c'est le métier des communicants, faire en sorte que notre pays et notre opinion publique, et sans doute plus généralement l'Europe, mais enfin, je crois qu'il faut se limiter à la France parce que les sensibilités sont différentes, que notre opinion publique se réconcilie avec son sous-sol. Voilà, bon anniversaire. Eh bien, merci beaucoup. Et en tant que communicant, je voudrais dire que je suis particulièrement sensible à la troisième recommandation que vous avez exprimée, dont j'ai pris bonne note. Et puis, second grand témoin qui va vous suivre, eh bien, Yves Le Bars, que je vais prier de rejoindre le même pupitre. Et Yves Le Bars, lui, a été, d'ailleurs, du temps de Bernard Cabaret, directeur général du BRGM de 1997 à 1999. Alors, Yves Le Bars, on vous écoute. Bon, je vois dans le programme 19h, cocktail dînatoire. Ce n'est pas moi. Comme vous le voyez sur cette slide, j'ai été directeur général à peu près la même durée que ce que Claude Mandil vient de dire, mais c'était il y a 20 ans. Et donc, je suis, moi, aujourd'hui, très honoré de ce retour 20 ans après parmi vous. Alors, je ne peux pas faire une conclusion, tout juste être un témoin, réagir dans une institution à laquelle j'ai contribué il y a déjà une dizaine d'années, qui est l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. On dit rapport d'impression. Qu'est-ce qui... Voilà. Beaucoup d'irrationnel, mais malgré tout, des réalités. Alors, oui, dans ces 20 années, j'ai continué de fréquenter la géologie, puisque j'ai été président de l'ANDRA, et puis j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec un ancien du BRGM, Paul-Henri Bourrelier, pour lequel j'ai énormément d'estime, à l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. Et puis enfin, j'ai rencontré la mine. Alors, souvent, sous cet angle de la malédiction, dans le travail que je fais actuellement avec des acteurs des pays du Sud. Puisque j'interviens après cette deuxième table ronde, je voudrais dire bravo. Bravo à la conduite et bravo à ce que vous avez dit tous. J'avoue, pour avoir entendu nombre de conférences sur ces thèmes, que j'ai beaucoup gagné à vous entendre. J'ai enfin eu une explication sur la criticité, pas celle que l'on connaît dans les déchets radioactifs hein, ou dans l'uranium, mais la criticité dans la fragilité de la ressource. Alors, petit retour quand même sur ces 20 dernières années, plutôt non, pardon, sur les 2 années d'il y a 20 ans, c'était plus qu'une transition, c'était une période de rupture. Et vous l'avez lu, vous l'avez peut-être aperçu dans ce que Madame la Présidente nous a dit tout à l'heure, en donnant quelques dates. C'est dans cette période que a été conclue la fin de la propriété minière, des actifs miniers qui étaient portés par le BRGM. Et ce n'était pas une mince structure. Vous vous rappelez, quand on a parlé de la source, vous vous rappelez de Yanacocha, hein, qui, avec Bernard Cabaret, s'il y en a un certain nombre de cheveux blancs, il y en a quelques-uns qui viennent de là. Ça a été aussi la période de la création d'Antea et de la nécessité de centrer l'activité du BRGM dans sa dimension d'établissement public. Alors, à ce moment-là, donc, le BRGM est passé d'un mandat qu'il avait de l'après-guerre, hein,
assurer la sécurité en ressources minérales. De même qu'en parallèle, on demandait au CEA d'apporter la maîtrise de l'atome à la France, hein, et avec tous les dispositifs qui ont été créés à partir du CEA, Areva en est un, et l'ANDRA en est aussi un autre. Passer de cela à les sciences de la Terre pour l'environnement, les géosciences pour le développement durable, c'est-à-dire centré sur des enjeux collectifs différents. Et c'était la fin de la dualité entre le service minier d'un côté et le service géologique de l'autre. La carte géologique, c'est aussi deux cultures qui devaient se fondre, et avec une place de la recherche plus forte, traduite par la tutelle recherche en 1998 peut-être. Alors, avec des tensions, évidemment, les tutelles pas toujours en cohérence dans ces moments un peu difficiles. Et puis donc avec l'idée que c'est un marché ouvert qui permettra d'assurer la satisfaction de nos besoins en ressources minérales avec des entreprises d'autres pays, tant pis, puisque, sauf quelques très rares, mais quelques rares exceptions, les entreprises françaises avaient baissé pavillon. Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un nouveau contexte qui nous a été bien détaillé autour de ces deux tables rondes, et surtout cette dernière. On voit bien les aspects géostratégiques. Alors, même si j'ai été prévenu assez tard que je devais vous dire un petit mot juste avant, donc le cocktail dînatoire, j'ai trouvé quelques images récentes. C'est vrai, dans les terres rares, la production, la Chine, c'est 88%, me dit-on, des productions dans le monde. Même si la Chine n'en a que 47% des ressources en terres rares. Hypothèse basse, 2015. Alors, la Russie, 17%, le Groenland, 8%. Ah, ça, c'est un chiffre que le chef d'État qui regarde Fox News en robe de chambre n'a pas oublié. Donc, alors, je vais faire un petit peu comme Claude vient de le faire, donner quelques conseils au BRGM, avec une anecdote quand même. Quand je suis arrivé au BRGM, deux anecdotes. Première chose, il faut aller en Arabie Saoudite. Parce que le principal contractant, c'est l'Arabie Saoudite. C'est lui qui avait contribué à la prospérité du campus d'Orléans, quoi. Et puis, deuxième anecdote, je vais dormir un certain nombre de fois, évidemment, 2, 3, 4 jours par semaine, selon, 4 nuits par semaine, à Orléans. Alors, la chambre était tout au bout du couloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12 bis, 14. Alors, je ne sais pas si l'implication de la recherche dans l'activité du BRGM a fait transformer le 12 bis en 13, mais je ne sais pas. Vous me direz tout à l'heure. Alors, donc, premier conseil, je crois que travaillant beaucoup, étant impliqué dans des ONG, des associations, des plateformes pour la solidarité, et en particulier la dimension internationale de la solidarité, en Afrique, au Maghreb tout particulièrement, mais aussi en Afrique de l'Ouest, etc., je constate la très faible connaissance par nos contemporains de ce qui se passe dans ces pays, de leur potentiel, de leurs conditions, on en a cité un certain nombre, et je crois qu'il est extrêmement... Pour moi, j'ai découvert la richesse de la capacité d'implication internationale du BRGM. Donc, je dis, le BRGM cultivé... Alors, il y a une revendication, là, que je trouve tout à fait sympathique. Je me rappelle qu'à un moment, il y avait un fonds qui permettait d'aider les États africains à connaître la réalité de leur potentiel minier. Et c'est vrai que c'est subversif, ça,
Ça permet de négocier bien mieux avec monsieur Untel qui vient, qui dit vous avez un machin formidable, mais enfin bon, vous n'y arriverez pas. Enfin, voilà. Donc, contribuer à la formation et à la capacité de maîtrise des États dans leur politique minière, je crois que c'est vraiment important. Et à travers ça, vous pourrez apporter à la France une connaissance de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis le deuxième, bien évidemment, ça a été dit ici, c'est il faut investir fortement toutes les solutions telles qu'elles ont été décrites tout à l'heure. J'ai trouvé ça admirable, hein, donc de donner ces pistes de travail. Oui, à travers. Enfin, il est évident qu'il ne faut pas faire business as usual. Ce n'est pas possible. Il faut, ce que l'on dit souvent dans la gestion des ressources, réduire l'utilisation, réutiliser, réparer et recycler. Mais le recycler, c'est en dernier. Et le recyclage, j'ai trouvé ça tout à fait notable que l'on nous dise on recycle 70%, mais ça ne fait que 30%, c'est ça à peu près, de la part de l'acier qui est aujourd'hui disponible. Quand une consommation est en croissance, on ne recycle que ce qui a été produit il y a 10 ans. Donc si on en recycle une partie, on n'apporte pas peu. Donc voilà, alors, avoir 60 ans, pour moi, c'est être jeune. Longue vie au BRGM, à tout son collectif, hein, qui a bien montré sa vitalité, qui continue de le montrer, ouvert sur la société. Je dirais, la communication, c'est d'abord avoir une connaissance de l'autre. Et donc, ouvert sur la société, qui comprend ce qui se passe, et ouvert sur le monde, en apportant, très ouvert à la science et à tout ce qu'elle peut apporter. Voilà, et donc longue vie. Merci beaucoup. Au BRGM. Merci Yves Le Bars pour tous ces mots d'encouragement et cette prise de parole de grands témoins.